Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus ce matin pour ce colloque 2025 du Pyrensen, le premier de la phase 9. Donc, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans ce bel amphithéâtre Phare-à-Bœuf. Je vais commencer par des petites règles vis-à-vis de l'amphi. La règle numéro 1, c'est pas de boisson, pas de nourriture dans l'amphithéâtre. Donc, je vous demanderai de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas prendre l'accueil café ici. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, cette salle n'est pas sécurisée, elle n'est pas filmée ou quoi que ce soit. Donc si vous sortez, à moins que vous ayez quelqu'un de confiance à côté, prenez toutes vos affaires personnelles avec vous. On a déjà eu des vols par le passé. Des personnes se sont fait voler des ordinateurs portables. On n'a pas envie que ça recommence. Cette salle ne sera pas fermée de la journée. Donc dès que vous sortez, prenez tous vos effets personnels, s'il vous plaît. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les toilettes, parce que ça c'est aussi une information importante, il faut sortir et c'est juste sur la gauche, vous longez l'amphithéâtre et ce sera tout de suite sur la gauche. Voilà, donc c'est la seule chose. Sans plus tarder, nous allons donc commencer ce colloque avec une introduction par Gabrielle Boulou, la directrice scientifique du programme. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour donc, le premier colloque de la phase 9 du Pyrensen. On a placé ce colloque sous le signe des données. C'est d'abord un sujet qui me tient très à cœur parce que je dis souvent qu'on dit qu'elles sont données, mais en fait, elles sont chères. Et donc, il faut les produire, il faut les mettre en ordre. Il y a souvent à les nettoyer, il y a souvent à les traiter avant de pouvoir en faire quelque chose. Et donc, voilà, on s'est engagé au niveau du Pyren à essayer de rendre nos sorties de modèles plus accessibles. En fait, on a eu un gros travail justement de curation de nos données et de les rendre accessibles. Derrière, les modèles sont open source, mais ça ne veut pas dire que l'accès étant possible, il est forcément facile. Et donc, on a voilà, un effort pour montrer ce dont on dispose et de faire en sorte que ça puisse être utilisé non seulement par des chercheurs, mais aussi par des gestionnaires. Et puis, évidemment, les données ne sont pas que produites par la science, loin de là. La science explore et produit des données un peu innovantes, mais on a aussi besoin de données qui soient prises de façon routinière, soit par l'action publique, soit par des acteurs de différentes natures. Et donc, voilà, ça va être aussi l'enjeu de la table ronde. Eh bien, voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. J'espère que vous aurez des échanges très fructueux et je me réjouis de ces 2 jours d'échange. Et donc tout de suite, nous allons donner la parole à Laurence Lestel, donc directrice de la zone atelier Seine, qui va vous dire quelques mots donc, sur cette infrastructure de recherche propre au bassin de la Seine. Merci François, merci à tous. Alors le Pyrensen a une force de recherche absolument énorme dont on va avoir quelques résultats là, pendant ces 2 jours et dont bénéficie la zone atelier Seine, dont le Pyrensen est une des 3 composantes avec le GIP Seine-Aval qui est représenté ici et Paropur qui est certainement également représenté ici dans la salle. Inversement, le Pyrensen bénéficie en fait de cette zone atelier Seine qui est une infrastructure du CNRS. Donc il y a une reconnaissance en fait institutionnelle hein, des travaux qui sont effectués au sein du Pyrensen et donc au sein de la zone atelier Seine. Par le CNRS hein, qui fournit, ainsi que toutes les universités qui nous emploient tous les salaires des chercheurs qui participent à ces programmes. Et en fait, du fait que nous soyons une entité reconnue par le CNRS, la zone atelier Seine est évaluée tous les 4 ans. Nous avons eu cette évaluation donc, par un dossier que nous avons monté en 2024 et j'ai le plaisir de vous annoncer, j'ai eu la confirmation la semaine dernière, que la zone atelier Seine donc, a été renouvelée pour 4 ans sur la période 2025-2028. L'évaluation au CNRS est faite par 3 commissions, une commission interdisciplinaire en environnement et 2 commissions disciplinaires, une en géographie et une autre en sciences de la Terre, pour faire bref. Donc les recherches de la zone atelier Seine, c'est les recherches sur le socio-hydrosystème Seine.
Et on promeut la coordination entre les trois programmes que j'ai cités tout à l'heure. On promeut aussi beaucoup de la communication. Donc j'ai le plaisir vous pourrez trouver à l'entrée le magnifique fascicule sur les obstacles à la remontée des migrateurs en Seine et plus largement sur la continuité écologique de la Seine, qui a été rédigé cette année, enfin qui est paru cette année en début d'année. Et puis également, donc qui reprend les travaux du programme Consacre. Et puis également, nous soutenons une performance spectacle qui sera donnée ce soir à l'Académie du Climat à 19h, à laquelle vous êtes tous conviés. Cette performance spectacle, ou dite autrement, une conférence dérapante. Elle est effectuée par des acteurs professionnels, des musiciens et des chercheurs, dont une chercheuse que vous connaissez très bien. Je vous laisserai deviner ce soir qui, si vous venez nous voir, enfin si vous venez voir cette performance. Donc c'est à l'Académie du Climat. Je pense que vous savez tous où c'est dans le 4e arrondissement de Paris. Et le titre, c'est Le fleuve, une force et une vulnérabilité. C'est un spectacle grand public, mais en fait, même dans ces spectacles dits grand public, je vous assure qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque. Alors, le programme n'existerait pas si nous n'avions pas 13 partenaires qui nous suivent fidèlement et qui co-construisent les questions qu'on va traiter pendant les 4 ans qui arrivent. Donc, ce mot, je l'exprime au nom de notre présidente du comité d'orientation du Pirène, Marie-Hélène Tussaud-Villemain, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui aurait probablement souligné l'originalité de ce programme et la confiance qu'on a bâtie entre chercheurs et gestionnaires, et qui est quelque chose qui est dynamique, qui demande tout le temps de réajuster, d'être bien sûr que tout le monde y trouve son compte. Et c'est aussi Marie-Hélène qui incarne ce point de rencontre. Et n'hésitez pas à la solliciter quand vous percevez éventuellement que des décalages arrivent. Mais je suis aussi bien sûr à l'écoute de toutes les questions qui émergent au cours des 4 ans. On ne peut pas, en début de programme, prévoir tout ce qui anime la curiosité des uns et des autres. Et on a une petite souplesse pour essayer de coller davantage à ces attentes. Et donc, c'est l'occasion de vous remercier, tous les partenaires qui nous soutiennent, et de vous inviter à décrocher rapidement le téléphone dès que vous sentez qu'il y a des choses qui seraient utiles qu'on partage ensemble et qu'on puisse réfléchir en cours de route. Voilà, ce message pour vous dire les choses ne sont pas figées et je suis très preneuse de toutes vos curiosités ou questions qui vont émerger au cours de ces 4 ans. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole à Madame Sandrine Rocard, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui va nous dire quelques mots sur le programme. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, merci de m'avoir invité comme chaque année. C'est le mot traditionnel de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et je m'en réjouis. Alors l'année dernière, on fêtait les 35 ans du Pirène Seine. Cette année, on peut fêter encore des choses. Le démarrage de la 9e phase du programme Pirène Seine. Moi, je pense qu'on peut se féliciter de la longévité du programme, qui nous est envié dans d'autres bassins. Voilà, plus de 35 ans au service de la compréhension du fonctionnement du bassin, au sens le plus large. On a parlé de socio-hydrosystème, c'est ça. C'est vraiment une approche systémique du bassin en tant que milieu aquatique et de tout ce qui est en interaction avec ce bassin. Avec des caractéristiques fortes à ce programme qui ont été renforcées, je dirais, au cours du temps. L'interdisciplinarité, qui est liée au caractère systémique de vos recherches. Et puis la co-construction, Gabriel en a parlé, avec les partenaires, comme l'agence qui est là depuis le tout début du programme.
Donc on est présent, l'agence est présente à vos colloques annuels, à l'estrade, dans la salle. Ça montre, s'il en était encore besoin, le très fort intérêt qu'on porte à tout ce que produit le Pirensen en termes de recherche et de connaissances. Et c'est un intérêt pour l'agence, mais pour les instances de bassin de façon plus générale, et le comité de bassin en particulier. On a la vice-présidente du comité de bassin qui est dans la salle aujourd'hui et que je salue, Denise Thibault. Donc une illustration toute récente de cet intérêt et de l'utilisation de vos travaux. Je pense que vous le savez, que l'activité de l'Agence de l'eau s'inscrit largement dans le cadre de la directive 4 sur l'eau, avec des cycles de planification qui se succèdent. Et on est en train de terminer l'élaboration du 4e état des lieux du bassin, donc qui est une photographie d'ensemble de l'état des milieux du bassin, comme son nom l'indique, et des pressions qui s'exercent sur ces milieux. Donc ce sera approuvé en décembre au comité de bassin, et ce sera le point de départ de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin. Et vraiment, ce document a été largement enrichi par vos travaux, par les travaux des chercheurs, dans quasiment tous les chapitres, autour de la compréhension de l'hydrologie du bassin, autour des nouveaux contaminants, micropolluants plastiques, il y a des présentations lors de votre colloque là-dessus, autour des questions de température des cours d'eau, en lien avec les sujets de continuité écologique également. On s'est beaucoup appuyé sur les trajectoires des nutriments dans les différentes masses d'eau du bassin. Et puis même, il y a même un zoom sur la baignade urbaine qui a fait l'objet aussi de travaux dans le cadre du Pirène. Donc vraiment, un grand merci pour tous ces travaux de la phase 8. Et pour nous, c'était très important que les constats sur l'état du bassin soient bien étayés par ces travaux. L'état des lieux, c'est un constat qui est partagé, qui est scientifiquement solide pour ne pas être contesté par certains et pour que, en termes de politique publique, on puisse s'en emparer et agir en conséquence sur le bassin. Donc merci pour tous ces travaux que vous avez aussi valorisés sous différentes formes, des rapports, des fascicules, des 4 pages. J'insiste toujours beaucoup sur le fait que les résultats de ces travaux doivent être autant que possible accessibles et compréhensibles par tous. Et l'agence prend aussi sa part dans cet effort de partage et de transmission de la connaissance. On a organisé en décembre 2024 au comité de bassin une présentation où étaient venus certains d'entre vous pour présenter les résultats des grands programmes de recherche du bassin. Et puis on essaie de relayer chaque nouvelle publication que vous mettez à disposition à notre réseau. On a notamment une newsletter chaque semaine, l'Info Bassin Seine-Normandie, qui est envoyée à des milliers d'acteurs du bassin, et ils reçoivent les nouvelles des publications de votre part. Alors peut-être 2 mots sur le thème central de votre colloque cette année, les données. C'est un vaste sujet, beaucoup en produisent, nous en produisons aussi à l'Agence de l'eau, rien que sur la surveillance des milieux aquatiques, 6 millions de données par an, juste sur la surveillance. Et donc, il s'agisse des données produites par l'agence, par vous, les chercheurs, par les gestionnaires. Il y a évidemment des enjeux de qualité de ces données, des enjeux d'accessibilité, des enjeux de valorisation. Et donc, c'est bien que vos tables rondes puissent aborder ces différents sujets. Je voudrais souligner l'intérêt qu'on a pour une nouveauté dans la 9e phase de vos travaux, les ateliers de data visualisation qui sont prévus pour les gestionnaires, pour mieux partager et transmettre les résultats de vos modèles. Il y a des attentes fortes là-dessus sur le terrain, des gestionnaires, des acteurs de terrain, pour avoir des éléments solides, pour animer les débats, pour alimenter les débats autour de la qualité de l'eau ou des aspects quantitatifs, puisqu'il y a des enjeux sur le bassin de plus en plus forts autour de l'adaptation au changement climatique et des zones sous tension quantitative dans le bassin. Et les acteurs doivent mettre en œuvre des trajectoires de sobriété pour arriver à faire des économies d'eau et remplir l'objectif de diminution des pressions de prélèvement sur les ressources en eau, 10% en moins d'ici 2030. Ça, c'est le cadre national et il se traduit dans chaque bassin. Donc voilà, je voudrais simplement vraiment redire le besoin qu'on a de s'appuyer sur le monde de la recherche. Alors c'est le Pirensen, mais c'est d'autres travaux aussi, tous les programmes de recherche de la zone Atelier Seine. Et puis pour dézoomer un peu au-delà du bassin, je dirais qu'on en a plus que jamais besoin, dans un contexte où la parole scientifique, parfois, est au mieux ignorée, au pire contredite, voire empêchée, au-delà de notre bassin, au-delà de nos frontières, alors qu'on devrait tous être en train de travailler
à des trajectoires de transition écologique et à voir quels meilleurs efforts faire pour avoir des résultats sur le long terme. Et on voit que c'est compliqué. Et sur le bassin Seine-Normandie, on n'a pas encore les résultats de nos efforts pour améliorer le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Et ils ne sont pas au rendez-vous à court terme, et c'est normal, et il faut poursuivre les efforts. Voilà, donc vraiment, je rappelle le profond soutien de l'Agence de l'eau à vos travaux, aux travaux des autres programmes de recherche. Et puis, un grand merci à Gabriel Boulot, à la cellule de direction du Piren-Seine, la cellule de valorisation aussi portée par Arceau, je vois Daniel Markovitch, et puis toutes les équipes de recherche qui œuvrent au service du bassin, et les partenaires et leurs présidentes. Voilà, très bon colloque à tous. Alors, je profite que nous soyons en avance. Donc, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche au sein des colloques du Piren-Seine pour remercier une fois de plus l'Agence de l'eau pour le soutien depuis la création du programme, ainsi que tous les partenaires également présents ici. Un gros travail du Piren-Seine, c'est ce travail de relation entre les gestionnaires et la recherche. Et un autre pan qui a été évoqué, c'est le travail de valorisation. Je tenais à vous dire qu'il y a eu quand même ces dernières années, un gros chantier qui a été fait, ça a été le coffret de fascicules pour les 35 ans du Piren-Seine, où il y a eu 6 nouveaux fascicules inédits qui étaient la synthèse des recherches menées en phase 8 sur plein d'aspects différents, qui allaient à la fois du métabolisme des rivières, en passant par les trajectoires hydroclimatiques, les petites rivières urbaines, les pollutions diffuses d'origine agricole, le rôle du biote dans la biosurveillance avec tous les travaux en écotoxicologie et bien entendu tous les microcontaminants. Donc ce coffret est actuellement en version numérique sur le site du Piren-Seine. Donc je vous invite à aller consulter sur le site du Piren-Seine ces nouveaux fascicules. Vous avez également un ouvrage consultatif pour voir un petit peu le contenu qui est sur les stands à l'extérieur. L'autre chose que je voulais vous annoncer, c'est le travail aussi de mise à jour de ce qui a été produit. Il y a un gros travail. Donc nous avons sorti des fiches qui étaient en 2017, au début de la cellule transfert, et qui ont été mises à jour progressivement. La dernière mise à jour concerne les posters poissons. Donc vous avez une ancienne version sur le stand. La dernière version est sortie hier sur le site du Piren-Seine avec 3 nouvelles espèces recensées et une classification par taille, parce que nous avions remarqué qu'on ne savait pas trop quelle était la taille d'un silure versus un chabot. Donc nous les avons classés par taille pour que ce soit également plus informatif. Donc tout ça, ce serait impossible sans le soutien d'effectifs des partenaires et également des chercheurs. Donc en tant que responsable de la cellule transfert des connaissances, je vous remercie toutes et tous pour l'aide que vous nous apportez pour valoriser tout ce travail-là. Et je vais sans plus attendre introduire très rapidement cette table ronde sur les données, donc, qui est le point névralgique entre les gestionnaires et les chercheurs, savoir comment on peut les utiliser, quelles données sont comment elles sont bancarisées, comment elles peuvent être qualifiées, etc. Et donc comment trouver les jonctions et bonne utilisation commune de ces données. Et donc je vais laisser Alexandre Delomény prendre la parole et pouvoir appeler les personnes sur la table ronde. Merci François, quand même quelques applaudissements pour la cellule transfert. Je sais que vous allez me dire je prêche pour mon ancienne paroisse. Effectivement, je plaide coupable. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci François, c'est un plaisir de vous retrouver chaque année désormais au Piren-Seine. Je reviens pour animer ces échanges de table ronde et c'est toujours un grand plaisir à chaque fois de vous retrouver et de me replonger dans tout ce travail. Pour cette table ronde donc consacrée aux données et notamment à leur qualification, parfois aux travaux, à la valorisation, aux difficultés peut-être qu'ont les gestionnaires vis-à-vis de toutes ces données, j'appelle ici, vous avez leur nom, mais je vais donner la présentation totale. Caroline Le Carpentier, qui est responsable unité qualité de l'eau à Veolia Franciliane, qui est délégataire du CEDIF. Merci. Jean-François Depierre, qui est directeur data à Suez Eau France. Oui, pour ceux qui ont l'habitude de ces tables rondes du Piren-Seine, ce sont des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui sont là. C'est parce que vraiment, on est sur la donnée. Par contre, on retrouve quand même Luc Pereira Ramos, chef du service connaissance des milieux aquatiques de l'AESN.
Arnaud Ferlet, qui est chargé d'études en hydrométrie et base de données au service eau et gestion hydraulique de VNF. Et puis Younes Hajdig, qui est responsable adjoint au service modélisation opérationnelle à la direction de l'innovation du SIAP. Alors, on va descendre, François, le 5e micro pour que tout le monde en ait un, pour éviter de se le passer. Donc c'est un peu original, parce que c'est une table ronde avec un grande chair, un grand buffet. Alors moi, c'est pas très rond. Donc je vais faire avec. Pour que vous puissiez me voir, je vais me mettre ici et je vais essayer de, évidemment, ne pas me casser la figure. Ce serait dommage. Et on va essayer de faire comme ça. Je vous avoue qu'il est fort possible à un moment que pour vous préserver du torticolis, je me lève. Voilà, c'est possible. Mais dans un premier temps, quand même, on va faire ça assis. Merci à tous les 5 d'être ici pour cette table ronde consacrée aux données du Pirensen. Je vais introduire cette table ronde avec un mot. Pour avoir travaillé longtemps au Pirensen, c'est vrai que les scientifiques sont très souvent dans une démarche d'attente de ces données de gestion, de ces données de manière générale sur le bassin, et attendent souvent de la part des gestionnaires un partage de ces données pour faire avancer la science, et c'est bien légitime. Mais est-ce que c'est si simple de fournir, de partager de la donnée? Est-ce que de la donnée brute à la donnée qualifiée, il n'y a pas des processus à l'œuvre chez les gestionnaires qui, parfois, peuvent rendre difficile un partage total, complet, d'une facilité qui semble si déconcertante? Est-ce que cette qualification n'est pas coûteuse? Est-ce qu'au final, les données n'ont pas une valeur, quand bien même elles seraient publiques et gratuites? Bref, que ce soit autour des données sensibles ou du travail effectué par les gestionnaires, la question des données est un enjeu tout à fait fondamental pour la gestion de l'eau. Je vais donner la parole à, et je tiens à le souligner, la seule femme présente à cette table ronde sur la parité. On a quand même un petit peu de travail à faire. Je vous dis ça en plus, moi je compose le 5e homme de cette assemblée, c'est bien dommage. Madame Caroline Le Carpentier, vous, en tant que délégateur du CEDIF, vous produisez, vous exploitez de très nombreuses données pour votre activité de traiteur d'eau. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire le processus chez vous de traitement de ces données pour lancer un peu cette table ronde? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous d'être présents. Du coup, on m'a introduit. Donc, je suis Caroline Le Carpentier. Je travaille au sein de Franciliane, qui est une société dédiée pour la production et la distribution de l'eau potable pour le CEDIF. 133 communes autour de Paris. Nous produisons et distribuons l'eau potable plus de 4 millions de consommateurs. 3 usines principales qui sont alimentées par des eaux de surface, la Seine, la Marne et l'Oise, et 5 usines de production d'eau souterraine, à partir d'eau souterraine, l'eau de l'Albien, du Sparnacien et de la nappe de Champigny. Voilà pour le contexte. Production d'eau potable qui doit être potable. Et pour cela, nous avons un certain nombre d'analyses à réaliser à la fois à la prise d'eau dans les usines et également au sein de la filière de traitement et du réseau. Là, le sujet, c'est l'accessibilité de la donnée, le fait d'avoir différents types de données et la fiabilité de la donnée. Donc tout à l'heure, on a évoqué la donnée n'est pas donnée. Effectivement, la donnée que l'on a, la donnée que l'on archive, la donnée que l'on mesure doit être fiable, déjà. Elle doit être de qualité, elle doit être bancarisée, accessible à tous, exploitable et adaptée aux besoins. Et également archivée afin qu'on puisse la retrouver. Il y a plusieurs étapes. Donc déjà, la collecte de la donnée. La collecte de la donnée, on a des mesures des analyseurs en continu, on a des mesures également ponctuelles. Donc déjà, un premier point, la collecte de la donnée. La véracité de cette donnée, puisque les analyseurs, il peut y avoir des dérives. Donc en fait, on a régulièrement des autocontrôles pour vérifier la qualité de ces analyseurs et la qualité de la donnée. On a également donc des prélèvements qui sont des analyses qui sont ponctuelles,
pareil, il faut avoir des laboratoires avec lesquels on travaille qui sont accrédités, qui ont eu également une qualité de données qui est réalisée. Ensuite, une fois qu'on acquiert cette donnée, elle est à une fréquence qui est chez nous à 2,5 minutes pour les analyseurs en continu. Et ensuite, on la valide et elle est archivée dans nos bases de données. Donc cette base de données, il faut qu'elle soit structurée afin que l'archivage puisse être facilement et la donnée est facilement exploitable. On a également associé à chacune des données des métadonnées. Des métadonnées qui décrivent la donnée, qui décrivent le contexte de la donnée. Et ces données, ensuite, il faut qu'elles puissent être récupérées et valorisées. Alors nous, dans notre exploitation des usines, la donnée, elle nous sert à plusieurs étapes. Première étape, c'est l'exploitation d'usine. Donc la donnée nous sert à adapter nos traitements en fonction de la qualité de la ressource. Elle nous sert également à avoir des seuils d'alerte. Si jamais on a une pollution, on a certaines données qui sont des seuils d'alerte et qui après nous permettent de suivre cette pollution et d'anticiper un impact sur la ressource et de mettre en place ensuite différentes actions jusqu'à un plan de continuité et de secours pollution. Elle nous sert également à avoir un historique de données pour réaliser des modélisations. Et puis aussi, elle nous sert à nos analyses de danger, à adapter ensuite différentes mesures de maîtrise pour traiter les risques et les dangers que l'on peut avoir, présents et également dans le futur. Alors, du coup, ça fait quand même beaucoup de données, beaucoup de traitements, beaucoup de processus à l'œuvre. Chez vous. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça représente pour, alors je ne sais pas si je veux dire Veolia, le CEDIF, Franciliane, etc. Qu'est-ce que ça représente pour vous, peut-être en termes de temps de travail, en termes d'opération, en termes d'outils développés, ce traitement de données? Effectivement, cela demande beaucoup de temps humain, mais également un grand nombre de systèmes d'information qui permettent d'archiver ces données. Et également des processus associés à ces données. Donc on travaille en lien avec le syndicat des eaux d'Île-de-France, parce que toutes les données appartiennent au syndicat des eaux d'Île-de-France. Et nous toutes ces données sont du ressort du CEDIF. C'est la propriété du CEDIF, entre guillemets. Oui. La paternité. Okay. Oui. Nous, on exploite les usines, on distribue l'eau, mais toutes les données sont bancarisées dans un grand nombre de bases de données que l'on a, qui sont pilotées également dans un centre de pilotage, le cerveau. On appelle ça le cerveau, qui nous permet de piloter l'ensemble des usines. Alors le cerveau écrit comment? Le cerveau écrit S-E-R-V-O. D'accord. On a accès à un grand nombre de données. Un service, mais avec un O. Okay, oui. Et qui est actuellement localisé sur l'usine de Neuilly-sur-Marne. Très bien. Alors du coup, c'est vrai. Je vais peut-être donner la parole à votre collègue et on pourra peut-être dire concurrent, collègue. On voit parce qu'il y a un autre traiteur d'eau ici, Suez, et je voulais peut-être vous poser la question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait écho? Est-ce que vous avez les mêmes problématiques et du coup avez-vous les mêmes outils vis-à-vis de la gestion de ces données eau potable, Monsieur Jean-François Depierre? En écoutant Madame, je me disais que ça allait être difficile de ne pas la paraphraser. Mais donc je vais, en fait. Parle bien devant le micro, par contre, parce que oui. Je pense que donc, sinon, au fond. Voilà, super. Moi, la première chose que ça m'inspire, c'est que ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans le domaine de l'eau. J'ai souvent entendu dire, finalement, l'eau, elle est gratuite dans le milieu naturel. Pourquoi on a à la payer au robinet? Ah, vous avez déjà entendu ces réflexions? Je pense que pas mal de personnes l'ont entendu. Et la réponse, c'est qu'on ne paye pas l'eau, c'est qu'on paye un service. On paye le service de potabilisation, d'entretien des réseaux, de gestion d'un service client. Et je me suis dit, il y a quand même une certaine analogie avec la donnée. Alors, acquérir une donnée, c'est déjà pas gratuit. Ça a été développé, il faut des capteurs, des télétransmissions, etc. Mais ce qu'on paye derrière, c'est tout le travail
que vous avez abordées, Madame, dans votre introduction, de nettoyage, d'analyse, etc. Mais donc, mon job chez Suez, c'est de mettre en place les processus, les outils pour qu'une donnée opérationnelle, elle parle à un manager territorial, elle parle à un financier qui va vouloir mettre des euros en face d'une donnée, elle parle aux collectivités à qui on doit rendre des comptes. Et ces données, elles sont extrêmement diverses. Suez en France gère 3 500 000 abonnés pour le service de l'eau. La moitié des compteurs sont aujourd'hui des compteurs connectés. Donc vous imaginez, un compteur connecté va remonter plusieurs données par jour. Finalement, le nombre de données que ça finit par faire, les comptes bancaires, etc. On gère 150 000 km de réseau, donc qui ont des diamètres, des matériaux qui sont différents. Dans le cadre de 2000 contrats, et pour chacun de ces 2000 contrats, on doit faire des inventaires par diamètre, par longueur, par matériaux. Donc, de nouveau, c'est des multiplications. Ça fait beaucoup de données, mais en plus des données très diversifiées. Donc, c'est pas extrêmement diverses. Donc, je passe sur le nombre de contrats d'énergie, 20 000 sites, 20 000 contrats d'énergie, tout ça. On va se concentrer déjà sur la donnée de l'eau. C'est extrêmement divers. Et donc, en plus de tout ce que Madame a dit, moi, j'aurais tendance à dire à la base, ce qui est important quand on parle de données, c'est de mettre en place celui en face. Et c'est tout l'objet de ces colloques et des partenariats, de ceux qui vont être capables de les fournir et ceux qui vont les utiliser. Et ça, c'est finalement au sein de Suez, c'est un peu mon rôle. Alors, là, je vais reprendre un exemple qui peut-être parlera à certains, qui est en tout cas un classique chez nous. C'est, vous allez poser la question en 2024, on avait combien d'abonnés ? Vous aurez, si vous limitez la question à ça, vous n'aurez jamais la même réponse. Parce que certains vont vous dire, je vais compter le nombre d'abonnés que tu avais le 31 décembre. D'autres vont se dire, tiens, finalement, sur un point de service, si j'ai eu un abonné puis un autre, je vais en compter 2, là où l'autre va en compter 1. D'autres vont faire la moyenne proratée du temps où ils ont été abonnés. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que même une question aussi simple que combien d'abonnés avez-vous n'est pas si facile si on n'a pas d'indicateur pour paramétrer cette donnée, pour avoir une donnée pertinente, qui donne du sens, etc. Et donc, en plus de tout ce que Madame a dit, à la base, moi, ce qui me paraît important, et à la base de tout, c'est d'être capable de définir correctement c'est quoi la définition de la donnée et qu'est-ce que tu veux faire avec. Parce que dans les différents exemples que j'ai donnés, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, mais simplement, ils ont sans doute un usage un peu différent. Et donc, des exemples comme ça, il y en a d'autres. L'autre classique dans notre métier, c'est le rendement de réseau. Donc, il y a la définition qui a été posée par le Grenelle. Il y a une définition qui vient d'être posée dans le cadre des réformes de la redevance des agences de l'eau qui est un petit peu différente. Et donc, chaque fois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'elle a un usage différent. Bon, et donc tout ça, pour revenir à la question, ça montre bien que c'est pas gratuit, quoi. Et oui, c'était un coût, et que finalement l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui par la facilité d'accès à la donnée, c'est que les données, c'est en fait... Oui, n'est-ce pas presque... systématiquement, finalement, c'est un tableur à transférer, vous voyez ce que je veux dire ? Ça donne cette idée-là, et en fait, on imagine peut-être assez mal tout le travail et tout le coût, toute la valorisation, enfin, tout ce qui est fait en amont pour pouvoir la produire et la qualifier, cette donnée. Même question peut-être que pour votre collègue, mais donc vous, les données que vous avez, ce ne sont pas les vôtres, ce sont les données des collectivités Oui, pour la plupart, oui. Bien sûr, parce que les capteurs qu'on a sur nos installations, les télétransmissions qu'on met en place, elles nous sont remises dans le cadre de contrats qui ont un début, une fin, qu'on doit restituer au même titre que les données à la fin du contrat. Donc, communiquer des données, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, mais en tout cas, c'est une première limite. Communiquer des données, ça... Dans le cadre, ne serait-ce, indépendamment de l'aspect contractuel, mais je dirais, ne serait-ce que dans le cadre de bonnes relations et d'un aspect commercial avec nos clients, on n'envisage pas de le faire sans
leur demander leur avis, quoi. Oui, donc il y a tout un processus. Je vais me tourner vers Arnaud Ferlet à VNF, où vous avez aussi énormément de données sur l'eau. Mais alors c'est une particularité VNF, vous n'avez pas de données de qualité, jusqu'à preuve. Peut-être quelques-unes, vous nous direz. C'est surtout des données de quantité qui sont dans vos bases. Comment est-ce que vous portez acquéreur de ces données? Vous avez vous-même vos capteurs, vous-même vos balises, vos machins. Est-ce que vous avez peut-être des données d'autres structures? Et c'est pareil, cette question du partage se pose. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche à VNF. Oui, du coup, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc oui, VNF, pour remettre un petit peu le contexte, c'est 5900 km de réseau, de fleuves, de rivières canalisées et de canaux artificiels. Au niveau national, on collecte à peu près 1,3 milliard. On a collecté 1,3 milliard de mesures. Et sur la Seine, c'est à peu près 83 millions. On les a collectés, bancarisés dans un outil qu'on appelle un hyperviseur, que pour certains vous connaissez puisqu'il a été présenté lors du colloque 2022, c'est l'applicatif Agir. Dans cet hyperviseur, donc, on a deux parties, une partie référentielle de données, et c'est vrai que, comme le disent nos collègues, c'est très important. Il y a un enjeu fort sur la fiabilité des données de référentiel, au-delà des données intrinsèques, des données horodatées qu'on va bancariser. J'en perds le fil de mes pensées. Ces données, ce sont entièrement les vôtres. Vous avez les données, des données que vous captez, les données que vous récoltez. Voilà, effectivement. Donc, au niveau de notre hyperviseur, on va collecter nos propres données, donc qui sont issues des capteurs sur notre territoire. Ces mesures vont ensuite transiter vers des outils de supervision qui permettent à nos agents de contrôler la bonne activité au niveau du trafic, au niveau de la gestion hydraulique, s'assurer qu'il n'y ait pas de risque sur les territoires et les personnes. Donc ce sont des données chaudes qui arrivent en temps réel, qui sont avec des pas de temps assez importants, donc quasiment toutes les minutes, pour être réactifs. Et ensuite, ces données-là vont être agrégées, souvent sur des pas de temps de 15 minutes, pour ensuite remonter dans le data center, pour être ensuite bancarisées et agrégées. Donc on peut produire des données calculées, en plus des données qu'on collecte. Par exemple, si on a des hauteurs d'eau en mètres relatifs, on peut les convertir en altimétrie. Et donc, ça, ce sont nos propres données. Et puis, on a aussi la collecte de données de partenaires qui sont aussi intégrés dans notre outil. Et puis, on a des fonctionnalités d'export qui permettent à nos partenaires ou même pour redescendre certaines données agrégées dans la supervision de partager la donnée. Eh bien, du coup, ça fait pas mal. Vous disiez données, vous disiez partenaires. Vous avez des données qu'on pourrait appeler sensibles, c'est-à-dire des choses un peu avec un petite cote d'alerte. Attention, données sensibles, à ne pas forcément diffuser partout. Peut-être qu'il y a des risques avec des partenaires, avec des diffusions de données, je ne sais pas. Oui, effectivement. Alors, comme dans toutes les données, on a des données publiques. Hein, d'ailleurs, vous allez sur Agir, vous pouvez, avec un accès anonyme, consulter les données de manière anonyme et donc des données publiques. Et puis on a des données qui sont plus sensibles. On pourrait citer par exemple le débit turbiné sur une microcentrale adossée à un barrage, parce que cette information-là permettrait de déterminer un chiffre d'affaires. Donc ce sont des informations qu'on ne peut pas se permettre de communiquer ou de divulguer. À partir du débit turbiné, s'il y a suffisamment d'informations, ça peut donner trop d'indications de comment fonctionne l'entreprise jusqu'à calculer son chiffre d'affaires, enfin en tout cas avoir des indications comme ça. On peut générer de la donnée à partir de la donnée finalement, c'est ce que vous expliquez. Ah oui, donc parfois des données sensibles, voilà, on voit un certain nombre de limites qui se posent à un partage un petit peu sans réflexion, en tout cas sans dialogue, sans concertation un petit peu particulière. Cette question de la sensibilité de la donnée, Younes Hajdik, forcément au SIAP, vous l'avez.
un syndicat d'assainissement, déjà aussi gros, qui s'occupe d'une agglomération aussi énorme, et puis qui est particulièrement scruté pour la qualité de l'eau, j'imagine que cette sensibilité de la donnée, ça vous parle. Comment ça marche au SIAP, et peut-être pareil en termes de traitement, de quantité de données, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, au SIAP, excusez-moi, l'acquisition de données sur le milieu naturel, donc sur la Seine, c'est d'une part les prélèvements d'autosurveillance, donc les prélèvements réglementaires, et ça, c'est distribué directement aux autorités. Ensuite, on a nos stations multiparamétriques qui prélèvent de la donnée à haute fréquence, on va dire 15 minutes de fréquence, qui mesurent une dizaine de paramètres. Et la question de la sensibilité, c'est pas tellement sur la surveillance de l'activité du SIAP, c'est plus sur l'interprétation de cette donnée, sachant qu'elle n'est pas contextualisée, elle n'est pas qualifiée. Pour donner un exemple, si on commence à regarder des paramètres comme l'oxygène sans avoir un journal de maintenance de vos capteurs, vous allez avoir du mal à savoir si vous observez par exemple un creux, si c'est un vrai creux ou si c'est dû à une maintenance. C'est principalement nous le problème qu'on a aujourd'hui sur cette qualification de données. Détecter des dérives lentes aujourd'hui c'est très difficile, mais contextualiser de manière systématique en fonction des opérations qui a eu lieu sur ces stations fait que l'interprétation de cette donnée sans au préalable avoir passé dans les mains de nos experts est très difficile. D'accord, donc cette sensibilité, elle est liée au fait que passer d'une donnée brute à une donnée bien qualifiée, interprétable correctement, etc., c'est un processus qui est long, qui est difficile, c'est ça qui n'est pas évident? Aujourd'hui, sur un paramètre, ça nous prend plusieurs heures de temps humain pour la qualifier. Voilà. On travaille assez fortement sur des processus et des méthodes de qualification de données automatiques. Mais reste que c'est des activités qui sont de l'ordre de la R&D aujourd'hui, pas encore très opérationnelles, mais ça passe d'une part par avoir un modèle sémantique partagé sur la donnée, pour avoir une donnée qui est compréhensible par tous, par avoir un système de métadonnées constant et interprétable par une machine. Voilà, avoir des commentaires dans un fichier Excel, c'est bien pour l'humain. Pour la machine, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, pouvoir développer des algorithmes et statistiques et règles métiers pour qualifier cette donnée. C'est un processus qui est long, c'est un truc en cours de travail, hein, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore, donc c'est fait manuellement pour certains paramètres qui sont importants, notamment pour nos bulletins réglementaires. Mais voilà, c'est un travail en cours de réalisation. Ouais, entre le travail humain qui certes est plus précis pour qualifier, pour comprendre, on sait à un moment si ce capteur il a eu un souci, etc. C'est plus facile, mais c'est un travail et un temps humain excessivement long par rapport à une automatisation, mais qui peut laisser passer quand même pas mal d'interprétations et trop dans la raquette. C'est quelque chose qu'il faut énormément travailler. Et c'est quelque chose, je me tourne peut-être vers les traiteurs d'eau, ça vous parle aussi? C'est un peu ce même mécanisme-là entre temps de travail humain et automatisation. Il y a un défi sur... Oui, effectivement. Il y a... oui, je rejoins tout à fait cette conclusion, hein, parce que la donnée, elle est ce qu'elle est, mais on peut vite l'interpréter et réaliser des erreurs, conclure sur des éléments qui sont pas vrais parce que la donnée n'a pas été validée. Donc, les analyses en continu, eh bien, il peut y avoir des dérives au fur et à mesure. L'intérêt est déjà de réaliser des autocontrôles pour adapter à chaque fois et vérifier qu'il n'y a pas de dérive au niveau de ces analyseurs en continu. Mais également, il peut y avoir aussi des interprétations parce que l'unité n'est pas bien formulée dans l'extraction de la donnée, d'où l'intérêt de la métadonnée, d'avoir vraiment accès à l'ensemble des informations, parce que si on a juste le résultat du microgramme, du nanogramme, du milligramme, on peut vite conclure sur des éléments qui ne sont pas vrais parce que l'unité n'était pas fournie. Les sites également, la localisation, la fréquence, tous ces éléments de métadonnées
nous permettent ensuite d'interpréter la donnée et de pouvoir avoir des conclusions qui sont fiables. Des analyses qui sont classiques, le COT nous aide beaucoup, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait partie des seuils d'alerte que l'on a, nous, ensuite, pour déclencher des plans de continuité et ensuite de secours. Là, c'est vraiment une donnée qui est très, très importante. Et le seuil... Oui, d'où l'intérêt d'être sûr que cette donnée soit bien, qu'on n'est pas face à un artefact qui, tout à coup, va déclencher un seuil de quelque chose. Voilà, parce que derrière, on a tout un processus, une mise en place. Au-delà des alertes, les plans de continuité de secours, pollution, crue qu'on peut rencontrer, il y a également une qualification de la donnée qui est très importante et une sensibilité de cette donnée, puisque dans notre système de traitement, le taux de coagulant est en lien avec les mesures que l'on fait dans la ressource. Donc on a des mesures en continu, et en fonction de ces paramètres, on va mettre plus ou moins de coagulants. Le système s'ajuste. Okay. Donc c'est tout un process derrière pour assurer ensuite un bon traitement. Pas en mettre de trop, pas en mettre pas assez, pour ensuite avoir une eau potable à la fin. C'est intéressant de voir que d'un côté de la chaîne, et d'un bout à l'autre de la chaîne, on peut avoir finalement, que ce soit la potabilisation ou l'assainissement, des choses qui se rejoignent en termes d'enjeux de qualification de la donnée. Alors on a bien entendu, je pense que c'était vraiment important de parler de tout ça, de toutes ces limites, de toutes ces problématiques qui sont liées à la qualification de la donnée, et donc peut-être limitation à son partage. Mais nous avons ici à la table ronde Luc Pereira-Ramos de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. On va peut-être résumer en un mot données publiques, accès public, et où là, pour le coup, il me semble que toutes les données de l'Agence de l'eau, elles, c'est disponible, accès libre, total, etc., etc. Alors, comment est-ce que vous envisagez toutes ces notions-là, dont on a parlé, partage de données, sensibilité, etc. Peut-être d'abord un petit peu un mot sur le traitement du données et des données de l'Agence de l'eau. Oui, merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je pense qu'on a une conception de l'acquisition de données qui peut être un peu différente, puisque vous faites tous appel plus ou moins à des capteurs en continu. Nous, c'est exactement pas ça. Exactement pas ça. Ouais, pour le moment. Nous avons vraiment une diversité de paramètres à acquérir, et sur un territoire très vaste. Nous avons à acquérir de la donnée sur 97 000 km², 50 000 km de rivières, pareil, 97 000 km² d'eau souterraine, voire plus, parce que c'est en 3 dimensions. Donc nous avons plusieurs milliers de points de prélèvement sur lesquels nous mandatons. Nous avons des marchés avec des préleveurs, des organismes préleveurs et analystes qui vont sur terrain, font des prélèvements ponctuels, envoient au labo et analysent. Donc ça, c'est, je dirais, c'est quelque chose de... un processus très dispersé dans l'espace et dans le temps, et qu'il faut ensuite gérer. Alors, nous travaillons avec des producteurs de données qui sont des laboratoires, qui sont accrédités, donc qui ont eux-mêmes une démarche d'assurance qualité. Donc c'est le premier pas, je dirais, de contrôle ou de qualification de la donnée. Mais ensuite, quand nous les recevons, Madame Rocard l'a dit tout à l'heure, nous recevons environ 6 millions de données ponctuelles, de data d'analyse tous les ans. Donc on ne les regarde pas à la main, ça on ne sait pas faire. À un moment on savait faire, mais on était un peu dépassé. Il n'y en avait peut-être pas 6 millions à l'époque où ça se faisait à la main. Il n'y avait pas 6 millions à l'époque, on pourra venir sur l'historique, mais c'est du contrôle en partie automatique. Il y a des contrôles automatiques qu'on sait faire. Tout simplement la complétude du rendu, parce que comme c'est des marchés publics, eh ben on doit voir si on a bien toutes les données commandées qui sont arrivées, qu'elles sont au bon format, la bonne unité, etc. Et ensuite des contrôles, je dirais, paramétriques, qui vont dire tel paramètre doit être entre telle ou telle valeur. Un pH 14, non, en principe ça n'existe pas, on refusera, etc., etc. Et puis des cohérences de jeu de données, donc c'est entre les différents paramètres. Orthophosphate ne doit pas être supérieur à phosphore total, ramené au phosphore évidemment, ce genre de choses. Donc tout ça se fait. Oui, les incohérences qui sont structurelles. Ouais. Voilà, vraiment, c'est impossible. C'est de l'automatique, donc ça donne lieu à environ
20 000 alertes sur les eaux de surface, environ aussi 20 000 alertes aussi pour les eaux souterraines. Et ça nous conduit à retourner vers le laboratoire d'analyse pour demander confirmation. Donc ça, c'est de l'ordre aussi de 2000, 3000 retours de confirmation auprès des laboratoires qui sont parfois conduits à valider, invalider ou à remettre en analyse tel ou tel échantillon. Voilà. Donc ça, c'est tout le processus d'acquisition et on va dire de processus première d'acquisition qualification. et de qualification. Ensuite, il y a l'expertise humaine derrière. Et il y a aussi des types de données un peu particulières qui sont les données d'hydrobiologie. Quand on fait des analyses de composition de flore ou de faune de macro-invertébrés sur les territoires, là, nous sommes accompagnés par les laboratoires des directions régionales de l'OFB qui nous aident à contrôler les prélèvements. Est-ce que le nombre de prélèvements ont été faits sur les bons faciès, etc. Et aussi ensuite à contrôler les taxons retrouvés. Ah ben non, telle espèce d'éphéméroptère, ben non, il n'y a aucune raison d'en trouver là, on va remettre en analyse, on va regarder les gammes, etc. Donc c'est un processus très divers, varié et compliqué. Je ne parle pas non plus des données d'hydromorphologie que nous recueillons, qui demandent aussi une analyse un peu complexe. Et celles-ci ne sont pas comptées dans les 6 millions ou X millions de données qu'on acquiert. Donc une fois que ces données sont analysées, contrôlées, validées, tout ça est géré dans notre outil de données en interne à l'agence, un outil de gestion, et ensuite nous les basculons dans les outils nationaux de bancarisation et de mise à disposition, que ce soit NAIAD pour les eaux de surface, que ce soit ADES pour les eaux souterraines, ASP pour les données poissons, etc. Et donc, elles sont mises à disposition du public. Et il n'y a pas de tri entre données réglementaires, données non réglementaires? C'est tout ce qui va. Peut faire le tri, c'est les données incorrectes ou invalidées sur lesquelles qu'on ne met pas à disposition. Parce que d'objet, je dirais. Nationalement, là, il y a eu un gros moment PFAS, par exemple. Les PFAS, ce sont des données que l'agence de l'eau met en accès dans les points, en tout cas. Tout à fait, et dans le même rythme de livraison dans les banques nationales. Globalement, on peut dire, allez, à la louche, sans faire pour la physico-chimie et la chimie, au bout de 3 mois, elles peuvent être reçues, qualifiées et mises à disposition sur les banques nationales. Il y a un web service qui vient moissonner notre base de données interne et qui les envoie sans aucune intervention de notre part sur les banques nationales. Donc on n'intervient pas du tout, c'est de l'automatique. Et voilà. Alors, juste un petit sujet, c'est qu'une fois qu'on a qualifié les données, qu'on les a transférées et mises à disposition de tout le monde, eh bien, la qualification des données n'est jamais acquise, je dirais, et on en discutait tout à l'heure au café. La meilleure façon de valider les données, c'est encore de les interpréter et les expérimenter, en fait, de voir comment elles se constituent dans le temps, dans l'espace, avec les autres. Est-ce que c'est cohérent à l'ensemble du bassin? Et là, ça peut réserver quelques surprises. Voilà. Ok. Chez vous tous, cette question de la mise à disposition des données réglementaires, elle est évidemment obligatoire. Le délai dans lequel vous mettez à disposition, donc l'agence dit c'est relativement rapide, de l'ordre de quelques mois entre la. Quand j'ai commencé le métier il y a quelques décennies, on va dire, c'était 2 ans. Ah oui. C'était 2 ans c'était les années N+2, les données N+2 qu'on mettait à dispo. Donc, entre l'acquisition de la donnée et sa mise en disponibilité, je peux retourner vers le SIAP, combien de temps ça peut mettre? Vous disiez que ce processus de qualification peut durer plusieurs heures pour une donnée, pour un paramètre, avec du temps de travail humain. Mais on imagine que sur toutes les données que vous devez mettre à disposition, ça représente un temps important. Ça représente un temps important. C'est pour ça cette qualification, elle est faite surtout aux besoins, en termes de ce qu'on doit rendre comme bulletin ou comme analyse réglementaire. Mais aujourd'hui, sur le site du SIAP, vous avez à disposition un bulletin, je crois, hebdomadaire déjà sur les plans d'eau, un bulletin mensuel un peu plus complet. Sur le site Innovation, il y a pas mal de données autour de la ville de Paris sur l'eau, qu'on met à disposition et qu'on met à jour régulièrement.
Et dès qu'il y a eu des données qui ont été utilisées dans les travaux scientifiques, ils sont mis à disposition sur Zenodo. Donc nous, oui, c'est vrai que j'ai vu ça dans l'innovation du SIAP. Il y avait ce lien Zenodo pour Open Science. Et vous avez mis déjà, il y a deux bases de données, c'est ça, deux grands pools de données qui ont été mis en ligne. Mais j'ai vu rien que ce matin 3 articles avec leur jeu de données. Voilà, donc on fait cet effort-là pour chaque travaux scientifique qu'on mène avec des partenaires scientifiques, de publier ces données-là, et on a ces bulletins réglementaires qui sortent régulièrement, qui transmettent de la donnée. Voilà. Mais au vu du temps humain que ça coûte, aujourd'hui, sans algorithmes, sans nouvelles techniques, méthodes pour automatiser cette qualification de données, c'est difficile d'aller plus loin dans la fréquence de publication. Arnaud Fallet, peut-être une réaction aussi. J'imagine que le temps que vous avez la donnée, vous ne la mettez pas, hop, pouf, le jour d'après sur Alors, sur nous, c'est beaucoup plus rapide finalement parce qu'on met à disposition de la donnée brute. Elle est considérée comme brute. Elle est considérée comme brute sur... Aujourd'hui, notre outil ne permet pas la fiabilisation dans sa structure. C'est notre nouvel outil qu'on est en train de développer, Agir V2, qui permettra justement d'intégrer cette notion de fiabilisation qui est importante pour nous. Et donc, du coup, par rapport aux données actuelles, il faut compter à peu près une trentaine de minutes pour mettre à disposition la donnée. C'est-à-dire le temps qu'elle remonte depuis les superviseurs, puisque je vous expliquais tout à l'heure qu'on a agrégé les données à peu près par pas de temps de 15 minutes. Donc on a 15 minutes de temps côté supervision, et le temps que ça remonte aussi côté data center, à peu près 15 minutes. Donc vous aurez une donnée disponible sous à peu près 30 minutes. On parle de disponibilité de la donnée. Peut-être que c'est le moment de parler un petit peu d'accessibilité justement de cette donnée, parce que on parle de cette donnée, de cette qualification, etc. Mais un des enjeux, et notamment je pense des enjeux de chercheurs, c'est cet accès. C'est de dire, OK, à partir du moment où cette donnée-là, elle est quelque part, sous quel format elle est, est-ce qu'on peut la récupérer facilement, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle est remobilisable, et donc du coup, à VNF, je vous rends la parole, Agir, cet outil-là, est-ce qu'il permet, peut-être pas à tout un chacun, mais en tout cas à des scientifiques qui en auraient besoin, d'aller accéder, de récupérer, dans quel format, remobilisable immédiatement? Y a-t-il des limites? Oui, alors effectivement, on peut aller récupérer la donnée de différentes façons dans Agir. Soit, alors si c'est que quelques données, aller la consulter directement dans l'interface sur le site web. On a des capacités d'export, donc même avec un accès anonyme, on peut exporter des données publiques sans difficulté, avec des plages que vous pouvez définir vous-même. Au-delà de ça, on a des capacités aussi d'export par un web service qui peut vous mettre à disposition un certain nombre de données, sous réserve que vous ayez connaissance du référentiel et des données qui vous intéressent. On a aussi... Mais il faut solliciter quelqu'un humainement, ou c'est quelque chose qu'on peut faire? Oui, effectivement, il faut qu'on vous donne les informations sur les références qui vous intéressent. D'accord, donc il reste quand même un interlocuteur humain pour pouvoir faire cette requête, on n'est pas sur un accès... Voilà, oui, puis après c'est conventionné. Hein. Il faut forcément faire des demandes d'accès, et en fonction des besoins, il y aura une convention adéquate. Et au-delà de ça, on peut aussi faire du spécifique. Hein. Des fois, il y a des capacités d'export qu'on ne peut pas simplement faire. Donc, on soumet les demandes à nos services informatiques qui peuvent nous produire des données agrégées de manière assez variée. Luc Pereira Ramos, j'avais dit, vous avez peut-être esquivé, peut-être pas réagi tout de suite, mais à la question données publiques, accès public. Bah oui. Bah oui. Oui, puisqu'on fait vraiment pas le tri des données qu'on met à disposition, à part la qualité de la donnée. Toutes les données, tu as cité les PFAS, oui, elles sont mises à disposition, les résidus médicamenteux. Donc là, etc. pas besoin d'un interlocuteur humain qui va faire le tampon. Non. Données publiques, accès public. Voilà. Très bien. Pour nos traiteurs d'eau, qui sont donc des délégataires des entreprises privées, à la fois délégataires de services publics, peut-être que la question se pose un peu différemment. Alors déjà, on parlait de données en continu. Alors vous parlez de données sur 2-3 minutes. Bon, j'imagine que déjà, on ne conserve pas tout pendant des dizaines d'années. Je ne sais pas, monsieur de Pierre, je pense qu'il y a un tri qui s'opère. On ne laisse pas tout ça en accès. Voilà. Est-ce qu'il y a un tri? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est compressé, qui est perdu dans la donnée à ce moment-là?
Oui, oui, bien sûr. En fait, Oui, bien sûr, d'accord. oui, bien sûr. Mais les pratiques d'archivage, finalement, ça renvoie aux pratiques d'archivage. Hein, et aujourd'hui, je pense que, enfin, en toute modestie, c'est sans doute des choses sur lesquelles on a encore à gagner en maturité. Ce qui nous guide aujourd'hui, c'est d'une part la performance des systèmes d'information qui, au bout d'un moment, quand ils sont trop chargés en données, commencent à ramer, et donc il faut faire des purges. Et à ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre et garder dans les entrepôts de données? Et donc là, de nouveau, ça renvoie à des espaces de stockage qui ont un coût, qui ont un impact carbone, etc. Et donc, oui, on parle souvent de ces impacts des data centers et ça représente beaucoup pour la donnée en continu ou c'est encore limité, c'est une projection en tout cas, ça peut devenir très rapidement significatif, quoi, hein. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est pour quelle utilité? Autant pour nos superviseurs ou télécontrôleurs, ils ont besoin en temps réel du niveau de tous les réservoirs d'eau potable, parce que c'est là-dessus qu'on se base pour redéclencher des pompes, etc. Quelle sera l'utilité de cette donnée-là dans 6 mois? On peut se poser la question. Et des paramètres comme ça, il y en a beaucoup. On pourrait parler des taux de chlore. Bon, une fois que quelques semaines ou quelques mois sont passés, qu'on sait que finalement le risque bactériologique est derrière nous, quel est l'intérêt de le conserver? Oui, cette question de l'utilité de conserver la donnée parce que sur combien de temps? La tentation, surtout pour des boîtes d'ingénieurs comme chez nous, c'est de tout garder au cas où. Hein. Mais finalement, ça nous emmène vers de l'infobésité, oui. qui peut être questionnée. Mais en même temps, on prétend pas tout savoir sur l'utilité de tels paramètres dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Et c'est sans doute oui, peut-être que l'utilité d'une donnée peut être utile l'utilité d'une donnée pour un gestionnaire est peut-être pas la même que l'utilité d'une donnée pour des scientifiques, par exemple, qui peuvent avoir une intention différente. Et du coup, vos données, est-ce que ces données-là, bancarisées, etc., est-ce qu'elles sont accessibles en interne, en externe? Est-ce que chez vous, faut faire une requête et il faut qu'une personne vous les donne, ou est-ce que vous avez peut-être un outil de mise à disposition? Alors en fait, pour rendre la donnée accessible, finalement, on transfère les données avec un peu de traitement des systèmes opérationnels vers des entrepôts de données. Et finalement, derrière, on a différents usages possibles, soit déjà des tableaux de bord déjà préconfigurés qui sont accessibles à n'importe quel manager opérationnel qui n'a pas besoin de savoir requêter en SQL ou tout autre pour avoir la donnée. Mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, on a 2000 contrats avec des collectivités qui ont chacune des engagements en termes de reporting qui sont un peu différents. Et donc, pour satisfaire à l'ensemble de ces demandes, on a des data analystes, soit attachés à des contrats pour les plus gros, soit à des agences ou des régions pour des contrats plus petits qui, à partir des données mises à disposition, sont capables de concevoir du coup les tableaux de bord et les reportings qui sont fournis aux collectivités. Et donc, quand on doit un reporting hebdomadaire à une collectivité, ça a été industrialisé. Normalement, sauf problème, ça tourne et ça sort tous les lundis. Vous avez la liste des sorties d'astreinte des week-ends, etc. et qui est envoyée directement, quoi. Donc, j'ai écouté tout à l'heure la question sur il vous faut combien de temps pour mettre à disposition de Oui, c'est vrai que c'est une question importante. En fait, ce que je vous décris là, la plupart du temps, en tout cas à des usages internes, dès le lendemain, c'est à disposition. Mais pour des usages internes, c'est disponible dès le lendemain. Mais c'est une donnée brute. Voilà, mais oui, donc du coup, il y a toute cette question de la qualité. Modulo quelques algorithmes qui ont pu tourner, il peut y avoir une alerte sur attention ici, données manquantes, etc. Mais ça reste une donnée brute.
Et si on attend une donnée validée, contrôlée, etc. Donc, bon, de plus en plus, on fournit des reportings mensuels à des collectivités. Bon, forcément, quand on va aller plancher pendant des représentants de la collectivité, avant d'arriver à le tableau de bord mensuel, on aura un peu jeté un coup d'œil. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les volumes que j'annonce sont... comment ils se comparent par rapport à ceux de l'année d'avant, etc. quoi. Et in fine, réglementairement, on doit... un reporting annuel tous les ans. Quand c'est annuel, généralement, c'est tous les ans. Qui est utilisé par les collectivités pour faire leur propre reporting vis-à-vis de leurs administrés. Et donc là, évidemment, ce rapport annuel, lui, on le sort réglementairement de le sortir avant le 31 mai de l'année suivante. Ok. Alors, de plus en Parce que plus, forcément, je me demande en tant que certains scientifique combien de temps faut attendre pour pouvoir éventuellement faire une requête, avoir ces données. Alors, Caroline Le Carpentier, vous avez un outil. Parce que quand on a préparé cette table ronde, vous me l'avez même montré, cet outil. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça marche, l'accessibilité aux données chez vous. Oui, effectivement. Alors, on a un outil qui nous permet d'accéder à un ensemble de données validées, des analyses de la ressource, des analyses du process et également du réseau, qui est accessible à l'ensemble, un grand nombre de personnes de Franciliane, mais également au CEDIF. Ces analyses, ces données remontent dans une base de données avec une interface homme-machine qui est vraiment adaptée pour des requêtages facilement accessibles, puisque chaque donnée a un code, mais on n'a pas besoin de connaître le code pour rechercher la donnée. On met prise d'eau de l'usine et puis on a accès à un ensemble de données en lien avec la prise d'eau de l'usine. Donc il y a eu un gros travail de traduction déjà, d'un code de nomenclature à une requête avec des mots. Avec des mots, avec des mots-clés, des mots accessibles et pédagogiques. Donc là, c'est accès à la donnée que l'on peut extraire via un outil Excel ou en .csv pour ensuite retravailler la donnée telle qu'on en a besoin. Oui, donc un format très très mobilisable. Oui, très mobilisable par les uns et les autres. Même les non-informaticiens peuvent accéder à cette donnée et travailler sur la donnée pour ensuite réaliser des analyses, pour réaliser des modèles anticipés, des modèles hydrauliques, différents types de modèles. Tout à l'heure, je rebondis sur le reporting. Ça, c'est un élément clé également, le reporting de la donnée. On a également un outil qui automatise la récupération de ces données et la concatène en lien avec des indicateurs de performance que l'on a sur différentes thématiques. Cet outil de reporting et ce reporting est journalier, mensuel, annuel également. Et donc il existe, il est validé par différents interlocuteurs. Les données, on a un responsable de la validation de la donnée qui valide la donnée. Et ensuite, on a un responsable de la validation de l'indicateur qui valide cet indicateur. Et chacune ces indicateurs qui sont clés vis-à-vis de nos process, vis-à-vis de notre reporting, sont également validés par des tierces personnes, une entreprise qui vient vérifier le cheminement de ce flux de données. Et on est audité tous les ans sur ce flux de données, sur la description de la donnée, sur ensuite la validation de la donnée, les sources de données, et ensuite la validation de l'indicateur qui nous permet notre suivi. Vous dites on est évalué, c'est Franciliane est évaluée. Oui, voilà. Et chaque. Mais par qui? Enfin, une autorité, le CEDIF ou le CEDIF qui vient vous regarder. Oui, ça peut être le CEDIF, mais là, cette validation, c'est une certification que l'on a qui valide les flux de données que l'on a entre la donnée brute qu'on va aller rechercher, soit via des analyseurs en continu, soit via des laboratoires qui nous fournissent les données. Et puis ensuite, la donnée qui est dans les tableaux de bord, validée et transmise à la collectivité. Donc, et alors, à partir de cet outil, si je me mets par exemple, j'essaie de me mettre à la place d'un scientifique. Je sais, ça va vous faire bizarre, mais j'essaye. Voilà. Je peux y accéder ?
Faut vous demander la Ben, permission, comment ça... Comme je vous le disais, C'est comme agir, peut-être dans la version 2, on pourra... voilà, comme je vous le disais, il y a cette possibilité d'extraire la donnée assez facilement pour avoir une donnée sous format Excel et .csv. Donc là, effectivement, c'est pas notre donnée, donc faut avoir un accord avec notre client, le syndicat des eaux d'Île-de-France, puisque ces données appartiennent au syndicat des eaux d'Île-de-France, mais il n'y a aucun souci pour extraire ces données. Maintenant, se connecter sur cette base de données, on ne peut pas en direct, parce que, je vous l'ai expliqué, les données remontent ensuite dans tout un système d'information informatique, et on a ensuite accès à pas mal de choses en lien avec la production, la distribution de l'eau potable, qui est des données qui peuvent être vraiment à risque, et surtout si on accède à nos bases de données. Et on est certifié également en sécurité informatique, cybersécurité, et ce qui nous impose beaucoup de pare-feu, beaucoup de précautions à avoir sur l'accès directement à nos bases de données. Voilà, c'est une certification qui s'appelle la 27001, qui garantit... Noté. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas accès. Voilà, qui garantit le fait que toutes les données qui ressortent, qui sont dans nos bases de données, tout notre système d'information ne peut pas avoir d'intrusion, et ensuite n'importe qui pourrait vite pirater et faire beaucoup de mal ensuite à la population, puisqu'on est quand même sur des éléments clés, la production et la distribution d'eau potable. Younes Hajdig, au SIAP, vous avez un outil comme ça, requête, etc., mais pareil, peut-être des difficultés d'accessibilité, des sécurités à passer. Ce serait peut-être pas si facile pour des scientifiques de juste aller requêter dans une base et récupérer des données. Au SIAP, alors, il y a trois niveaux, hein. Il y a trois secteurs au niveau opérationnel. Il y a le réseau, géré par une direction. Il y a les usines, gérées chacune par leur direction. Et il y a la rivière. Là, c'est ma direction qui surveille. Pour les données du milieu naturel, donc la Seine et la Marne, nos stations multiparamétriques, tout ça, c'est accès dans une base de données qu'on a dans notre réseau privé. C'est des données qu'on transmet à nos partenaires scientifiques sous couvert d'une collaboration, notamment dans le Pyrène ou dans notre programme de recherche Mécène Innovation. Donc, nous, ce n'est pas tellement un sujet, le fait de pouvoir partager la donnée à nos partenaires scientifiques. Dès lors qu'il y a une collaboration avec le SIAP dans une action de recherche, cette donnée-là, elle est mise à disposition, brute, qualifiée, nos protocoles aussi sont transmis. Donc, voilà. De notre côté, au niveau de la transmission des données, il n'y a pas tellement de sujets. On la partage avec nos partenaires. Par contre, en termes d'infrastructure de données, on est en pleine transition au SIAP, en transition numérique notamment, pour pouvoir avoir cette infrastructure-là. Il y a eu déjà le lancement de plusieurs bases de données et les données usines et les données rivières pour la structurer, pour la mettre en place, pour voir les premiers cas d'application pour utiliser ces sources de données. Et petit à petit, on est en train de mettre en place une data platform déjà en interne. Voilà. Pour un accès en libre service, ça, pour le coup, c'est pas encore dans nos pipes. Je ne peux pas trop statuer sur ce sujet. C'est pas mon niveau. Il y a pas de souci. Je comprends. Ça me permet peut-être d'aller. Il faut pas oublier qu'on a quand même un temps pour les questions de la salle, et je pense qu'il y en aura quelques-uns, mais je vais peut-être vous amener à faire une dernière question. Le Pyrène-Seine, il s'est formé historiquement et il fonctionne toujours dans une relation d'interaction, dans une interaction entre gestionnaires et scientifiques, avec quand même un peu l'idée du bénéfice mutuel, je pense, qui fonctionne depuis plus de 35 ans maintenant. Pourtant, sur cette question des données, on le voit, il y a des limites au partage complet et total, à cette accessibilité qui pourrait être exigée, mais qui parfois a des limites informatiques, des limites de sécurité, des limites légales, le partage de données qui ne seraient pas les vôtres, etc. Donc il y a quand même beaucoup de limites. Comment on trouve cet équilibre maintenant entre la recherche publique, qui est nécessaire et qui a besoin de données duquel vous avez besoin, mais aussi avec vos enjeux à vous de protection de la donnée. Donc peut-être que pour les dernières questions, qu'est-ce que vous attendez de votre relation avec la science, avec le Pyrène-Seine, pour la phase et pour les phases suivantes? Je ne sais pas
Qui veut commencer? Peut-être l'agence de l'eau, le partenaire le plus engagé dans cette relation avec le Pyrennees depuis longtemps. Ce que j'ai envie de dire aux chercheurs, c'est nous avons plein de données depuis les années 70 pour les eaux de surface, les années 90, la fin des années 90 pour les eaux souterraines. Utilisez nos données, utilisez plus. On a des chroniques importantes sur des paramètres importants, me semble-t-il, et au fur et à mesure, avec un accroissement des paramètres et des critères mesurés. Donc je pense que nous tenons à disposition. À l'agence, nous avons 2 banques, en fait. Nous avons les euros des redevances, mais aussi on a les données que nous acquérons. Donc, mais c'est contrairement à une banque en général, on regarde l'argent, mais là, c'est à disposition de tout le monde. Donc, utilisez-les, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus on les utilise, plus on les fiabilise aussi. Et ça permet d'échanger. Et puis, bon, Madame Rocard l'a évoqué tout à l'heure, dans un état des lieux, on a besoin de nos données, effectivement, c'est avec ça qu'on fait l'état des masses d'eau, etc. Mais quand on aborde les nouvelles molécules émergentes, les nouvelles pollutions, les PFAS, les résidus médicamenteux, et bien là, on se retourne vers ce qu'a produit la recherche pour voir la cohérence de ce qu'on fait, de ce qu'on livre dans nos états des lieux, et puis aussi, ça nous permet de voir vers où aller ensuite dans la surveillance, j'allais dire, de tous les jours. Vous trouvez qu'il y a peut-être des, je ne sais pas si on peut appeler ça, des poules de données ou des sujets, des indicateurs qui ont peut-être des trous dans la raquette scientifique, des choses qui ont été peut-être un peu négligées, qu'il faudrait mettre à l'ordre du jour de nouvelles recherches-actions? Peut-être, voilà, vous avez peut-être des données que vous chercheriez à faire exploiter par les scientifiques avec un petit... Pas forcément, parce que je pense que de toute façon, on se nourrit déjà de ce que des avancées du Pyrène. On l'a vu dans les PFAS, on l'a vu dans les microplastiques, on l'a vu dans les résidus médicamenteux, dans les métaux, etc. C'est plutôt, on se nourrit des résultats et puis ça nous permet d'avancer. Ce que j'allais peut-être dire, et c'est peut-être un angle mort des recherches du Pyrène, c'est que nous avons beaucoup de données en hydrobiologie, par exemple. On sort des pollutions, des indicateurs biologiques, et je pense que ça pourrait servir de base à des travaux peut-être nouveaux ou futurs du Pyrennees, dans la phase actuelle, dans d'autres phases. À la limite, peu importe, puisque nous conservons tout ça, et ça sera mis à disposition, même si c'est dans 10 ans, mais c'est dans 20 ans. Très bien, donc on voit quelques attentes. Je me tourne peut-être vers les traiteurs d'eau. Quelles attentes, parce que vous êtes sur des points très fixes, données en continu, enjeux de mise en conformité de l'eau, etc. La science, ça peut paraître un peu, on va dire, loin, macroscopique, distant, etc. Mais en préparation, vous m'avez dit que non, pas du tout. On a des enjeux, on a des attentes, on a quelque chose. Alors, vis-à-vis de la science et cette question des données, qu'est-ce que vous attendriez ? Oui, tout à fait. Bon, effectivement, on a des analyses en continu, mais on a également des prélèvements ponctuels et des informations dont on a besoin sur l'évolution des contaminants, des dangers auxquels il va falloir qu'on fasse face ensuite pour maîtriser la qualité de l'eau. Et on s'enrichit des travaux du Pyrennees pour comprendre le milieu naturel dans lequel on va prélever l'eau et anticiper également des futures pollutions, des futurs paramètres qui pourraient influencer ensuite notre traitement de l'eau, pouvoir adapter le traitement de l'eau aussi ensuite en fonction de ces paramètres. Nos analyses de danger sont enrichies régulièrement. Et on parle des PFAS, on parle des résidus médicamenteux, mais effectivement, ce sont des éléments qui nous impactent très fortement et sur lesquels on travaille. On a différents prélèvements qui sont réalisés dans l'eau brute, en amont également des prises d'eau pour connaître le milieu, mais on a besoin de cette information d'anticipation, de modélisation pour comprendre ces contaminants et anticiper ensuite des futures pollutions pour pouvoir nous ensuite aussi réagir de manière plus efficace. Donc les données de l'eau brute peuvent être partagées
avec l'accord du syndicat des eaux d'Île-de-France. Et également, on peut travailler en commun pour adapter ces analyses de danger, pour adapter également les enjeux, le contexte dans lequel on travaille, avec les ressources qui évoluent depuis un certain nombre d'années, des nouveaux contaminants, des contaminants qui existaient avant mais qu'on ne savait pas analyser, et qui nous permettent ensuite de nous mieux comprendre la ressource, la matrice, et pouvoir s'adapter et anticiper des futurs traitements ensuite. Ok, donc sur la question des contaminants, peut-être un vrai travail de partage de la donnée peut être mis en place pour... Jean-François Despierre, vous confirmez l'attente des traiteurs d'eau, mais peut-être vous avez une attente spécifique vis-à-vis du Pyrénées-Seine? Moi, ce que je souhaiterais dire pour commencer, c'est que un peu avant cette table ronde, je discutais avec Pierre Piron, mon collègue là, qui représente Suez auprès du Pyrénées, et je lui demandais, mais est-ce qu'on a souvent des demandes de données de la part du Pyrénées? Il me disait, ben non, finalement, pas tant que ça. Donc du coup, et je pourrais du coup avoir ensuite le même discours. On exploite des usines qui prélèvent de l'eau dans la Seine en amont de Paris. Donc on a des stations d'analyse en continu, des analyses d'eau brute, etc. Toujours en amont de Paris, on a des puisages aux Champigny. Donc de la même manière, on a des données sur le sujet. En aval de Paris, on a des usines qui utilisent la nappe alluviale de la Seine pour faire de l'eau potable, qui en puisent même dans la Seine pour le syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers. Donc du coup, des données, on en a. On essaye de les garder, de les archiver en fonction de ce qu'on pense être pertinent. En se disant que ça peut servir à un moment. Entamons le dialogue. Et ensuite, donc du coup, on est là-dessus. Alors de nouveau avec les réserves de l'accord qui, à mon avis, posera pas de problème des collectivités pour lesquelles on opère. Et ensuite, nos attentes, de nouveau, c'est un peu les mêmes, quoi. C'est sûr que pour le compte des collectivités ou pour notre propre compte, mieux anticiper sur le long terme ce que va être la qualité de la ressource à partir duquel on fabrique de l'eau potable, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Donc... Il y a nécessité, je me tourne peut-être vers Arnaud Ferlet, Younes Hajdik, sur cette question des attentes vis-à-vis de la recherche, de la relation gestion-recherche sur cette question des données. Il y a une nécessité de le prévoir dans le conventionnement, de le contractualiser, de le prévoir au plus tôt, d'avoir quelque chose, peut-être que les scientifiques, au moment où ils publient, par exemple, peuvent avoir tout un tas de choses qui sont prévues à l'amont sur les données. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer quelles attentes vous pourriez avoir vis-à-vis de tout ça. Oui, alors déjà, je voulais préciser qu'on aime la science et on aime les scientifiques, hein, pour reprendre un peu la continuité du message de Madame Rocard. Sachez-le, c'est pas contre vous. Du coup, on est tout à fait ouvert à mettre à disposition les données, hein, qu'il y ait nécessité de convention, pourquoi pas, évidemment. Mais en tout cas, on met volontiers à disposition nos données pour la science. Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'opérateurs, ce sont surtout les déclinaisons opérationnelles, donc les outils qui peuvent être construits. On s'appuie déjà beaucoup sur des modèles scientifiques, le modèle de l'INRAE. On s'appuie sur des outils qui ont été construits comme l'outil Octave de fiabilisation de données. Donc ce ne sont pas nos outils, mais ce sont des outils scientifiques qui sont vraiment efficaces. Et du coup, nous, on est vraiment preneurs de tous ces outils qui pourront être construits grâce à vos travaux. Younes Hajdik, peut-être le mot de la fin. Quelles attentes particulières de cette relation Les attentes côté scientifique, c'est un peu comme mon collègue à côté, on a beaucoup d'attentes opérationnelles et qui doivent s'inscrire un peu dans la dynamique de la recherche académique. Nous, ce qu'on attend, en tout cas sur le sujet de cette table ronde qui est la qualification de données, c'est justement de travailler sur ce sujet, donc d'avoir notamment, pourquoi pas déjà de base, des heuristiques pour pouvoir nous aider à qualifier ces données. Des heuristiques, ça peut s'algorithmer, ça peut se programmer, ça peut s'automatiser, d'une part, et d'autre part, peut-être d'essayer
d'utiliser et les modèles physiques, chimiques et biologiques qu'on a, mais aussi ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de statistiques pour essayer d'avoir des algorithmes de détection de dérives lentes, des détections d'anomalies quelconques, pour nous aider à automatiser tout ce processus de fiabilisation de données. Ça a un intérêt, et pour nous évidemment, mais ça a un intérêt aussi pour le côté scientifique, puisque derrière, on va pouvoir leur fournir de la donnée beaucoup plus rapidement et fiabilisée et prête à l'emploi pour eux. Voilà. Est-ce que on sait que le PIRENSEN, depuis quand même pas mal d'années maintenant, est très engagé dans la notion d'open science, de données aussi déclarées en FAIR, bref, de la donnée un peu ouverte, libre, diffusée, gratuite, accessible à tous, cette notion un petit peu d'accessibilité. Est-ce que pour vous, et ce sera peut-être ma dernière question, c'est un frein ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous pouvez parfaitement composer et auquel vous pouvez même participer? Peut-être dernier tour. Même question pour tout le monde. Peut-être sauf pour l'agence qui va dire oui. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Est-ce que peut-être que les autres ils ont compris la question. Younes. Alors sur la disponibilité des données, sur le principe FAIR, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les données qui sont utilisées dans le cadre d'une action de recherche et qui font l'issue par exemple d'une publication, elles sont mises à disposition automatiquement. Elles sont sur la base de données Zenodo et au niveau du partage de données, aujourd'hui, avec les bulletins hebdomadaires et mensuels qu'on fournit, il y a quand même une quantité de données assez importante qui est transmise et qui est tout de suite opérationnelle. Pour de l'accès à la donnée brute, c'est pas forcément ce qu'on envisage tout de suite, mais voilà, il y a pas de, c'est juste pas pour l'instant dans les tuyaux. Arnaud Ferlet. Cette notion de données ouvertes. Oui, alors effectivement, nous, on est tout à fait ouvert à ce sujet-là. On diffuse aussi déjà des données sur le portail européen EURIS. Ce sont les données d'ailleurs qui sont déjà dans Agir, donc il n'y a pas d'obstacle à promouvoir la donnée hydrométrique, parce que c'est quand même une donnée importante à partager. Luc. Moi, je passe mon tour, on est évidemment... Et nos traiteurs d'eau favoris, qui délégataires du coup. De nouveau, la seule réserve qu'on peut avoir sur le sujet, c'est l'accord des collectivités pour lesquelles on opère et qui sont les propriétaires des données dans la plupart des cas. Donc sous convention. Mais sous convention et avec leur accord, je vois pas de frein. Caroline Lecoeur. Pareil, c'est la même chose pour nous. Voilà, à partir du moment où on a une convention ou bien que notre collectivité est en accord, on transmet les données avec des outils qui sont adaptés aux besoins. Eh bien, merci à tous les 5 d'avoir joué le jeu. 1 heure à 5, c'est pas mal. Franchement, on peut déjà les applaudir. Un premier round. J'espère que vous allez avoir des questions, des échanges. On a une 25 minutes, trentaine de minutes qui va être consacrée. Beaucoup de boulot peut-être sur les conventions, du coup, des appels du pied. Peut-être qu'il y a des premières réactions. Oui, une première réaction juste ici. Et peut-être que la directrice va faire une première réaction. Apparemment, elle attendait de lever la main, mais et ensuite, ce sera juste vous. Je vais être brève, mais merci beaucoup pour vous être prêté à ce jeu. En fait, ce qui m'a paru le plus intéressant ce sur quoi je voudrais rebondir tout de suite, c'est la notion d'heuristique que Younes proposait en dernier. Et donc, la manière dont je la comprends, c'est qu'en fait, côté science, effectivement, on avance sur des processus et que du coup, la dégradation des capteurs, les dérives, qu'est-ce qui peut arriver dans la captation de ces données, dans le milieu qui peut induire en erreur ensuite dans l'interprétation, c'est des sortes de processus qu'on identifie et qui permettent de poser des bonnes questions à ces données. Alors, effectivement,
il y a en réserve dans nos travaux des tas de choses qu'on a bien identifiées et qu'on connaît déjà et qui peuvent nourrir effectivement ce nettoyage des données. C'est comme ça que je comprends l'heuristique. Mais en fait, je rebondis dessus parce qu'en fait, on se dit aussi que de temps en temps, vous devez voir passer des choses un peu bizarres, qui sont des énigmes, qui sont peut-être très intéressantes aussi pour nous et qui sont peut-être des choses qu'on n'a pas vues enfin, dans nos travaux, qui sont... Bon, puis en plus, on s'attend avec le changement climatique à de nouvelles choses qui vont apparaître, qui n'étaient pas vraiment documentées ou qui sont documentées par ailleurs, mais que nous, on n'avait pas vues sur la scène. Et donc, en fait, ça ne peut pas être uniquement côté scientifique qu'on vient avec nos heuristiques, mais je pense que vous avez de votre côté des énigmes qui ne sont pas forcément faciles à partager devant tout le monde, parce que ça peut être aussi de temps en temps des choses un peu, je ne sais pas comment dire, qui pourraient être interprétées comme une mauvaise gestion, alors qu'en fait, c'est probablement au niveau des capteurs et au niveau d'une incohérence peut-être accidentelle, une sorte d'artefact, en fait. Et donc, effectivement, je comprends très bien la difficulté à partager ces artefacts avec des personnes qui ont peut-être pas toute l'information pour pouvoir l'interpréter de façon... Mais justement, ces énigmes qui sont peut-être pas faciles à partager, en fait, j'aimerais bien que, et c'est ça ma réaction, j'aimerais bien que dans cette enceinte du Pirène, on puisse les partager et on puisse se dire... Ben voilà, en fait, on a un truc bizarre. Évidemment, on ne voudrait pas mettre ça sur la place publique parce que peut-être ça s'explique très, très simplement. Mais on aimerait bien pouvoir faire des tables rondes autour. Moi, je suis vraiment très demandeuse de ça. Et je pense que je suis prête, à travers les ateliers Grain à moudre qu'on a prévus dans le programme, de pouvoir faire des tables rondes restreintes entre personnes qui comprennent qu'il y a un problème sur ces données et que, voilà, en toute confiance, on puisse se poser des bonnes questions, des heuristiques qui ne sont pas encore bien documentées, quoi. Vous pouvez réagir immédiatement, hein, si ça vous convient, si vous trouvez ça chouette. Ça me semble être une excellente idée, hein. On a effectivement des artefacts qui parfois sont inexplicables parce qu'on sait faux, notamment parce que des fois il y a des endroits où on mesure des choses où il est censé rien se passer et il se passe des choses. Comme j'ai dit, des dérives lentes, parfois des variations très abruptes qu'on sait non physiques. Parfois c'est des problèmes liés à un encrassement de capteur. Parfois c'est lié au passage local vraiment d'une petite peut-être pollution, peut-être je ne sais pas. Parfois des dérives lentes qui sont des fois dues à des défauts électriques. Hein. C'est multicouche. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait une cartographie de A à Z de toute la chaîne de mesure et d'acquisition de cette valeur pour identifier tous les problèmes possibles. Enfin, c'est un travail qui est extrêmement conséquent. Mais effectivement, pour moi, à l'avenir, que ce soit côté milieu naturel ou côté usine, parce qu'on a les mêmes soucis, l'enjeu de qualifier cette donnée est primordial. Voilà, ça va être un passage obligatoire. Merci. Il faut peut-être... Il s'est éteint. Oui, William Demas, ex-DRIEAT. En fait, il manque quelques personnes ici. Il y a un autre organisme qui possède énormément de données, mais qui va le donner avec parcimonie, c'est EDF. EDF, ils ont beaucoup de données sur des paramètres, des fois pointus. Je pense aux amibes, par exemple. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ici a beaucoup d'analyses. Eux, ils en ont beaucoup depuis 1990. Il me semble que EDF a fait partie à un moment d'une phase du Pirène. C'est parce qu'ils ne sont pas là. Oui. Puis je pense à mes ex... Phase 1. Ah oui, donc c'est... Je pense à mes ex-collègues de la DRIEAT qui se sont peut-être pris aujourd'hui avec l'exercice inondation Hydros 25. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même que l'alimentation de la banque hydro et Vigicru sont réalisées par mes collègues du service hydrologique de la DRIEAT. Donc il y a beaucoup de données qui sont en temps réel. On peut avoir des données archivées aussi et les télécharger facilement. Et puis enfin, je voudrais dire quelque chose. Avant, j'irai dans le sens de Luc. En fait, avant de commencer à faire des manips de terrain, faire des prélèvements sur quelques mois, même quelques années, il faudrait regarder s'il n'y a pas déjà des analyses de fait par d'autres partenaires. Je pense à l'agence, Veolia
Suez ou le SIAP, que je remercie puisque j'ai beaucoup de données venant d'eux. Eh bien, je pense qu'il faudrait commencer par là, c'est la méthodologie. Souvent, on part, j'ai regardé là quelques publications, on part sur 1 mois de mesure, alors qu'en fait, on a plus de 30 ans. Et puis enfin, je voudrais dire que les vieilles données ont leur importance. Moi, vous savez que je m'occupe un peu de la température, et j'ai pu collecter des vieilles données depuis 1870. Donc ça, c'est précieux, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution. Donc les vieilles données, gardez-les. C'est vrai que cette question, on l'avait un petit peu abordée en préparation de la table ronde. Vous conservez des données, parfois jusqu'à plusieurs décennies en arrière, pour ne pas dire siècles. Jusqu'à où ça remonte à peu près pour des questions comme les indicateurs physico-chimiques ou Oui, alors dans nos bases de données, on a effectivement une très très grande archive de toutes les analyses. Il y a des données qui datent de 1975, 1980, oui. Voilà, et qui nous servent beaucoup, effectivement. Alors pas dans l'opérationnel, au jour le jour, de réagir, mais par contre, pour notre service innovation, où on doit anticiper, on doit évaluer l'évolution de la ressource pour ensuite mettre en place des nouveaux systèmes de traitement, eh bien, oui, cette donnée, elle est riche, exploitable et intéressante pour les uns et les autres, et également en partage, oui, tout à fait. Donc, il y a peut-être un avenir pour ces données archivées dans la relation. Sur le milieu naturel, on a des données depuis aussi vieux que des stations. On n'a pas trop de problèmes de stockage et d'archivage pour l'instant. On produit des données à un pas de temps 15 minutes sur 8 stations, sur une dizaine de paramètres, ce qui correspond à, en termes de stockage, c'est quelque chose d'inférieur à 10 MO par jour. Donc, c'est pas... avec l'évolution des systèmes d'information aujourd'hui, des technologies, on a de moins en moins de challenges à stocker cette donnée. La question se pose toujours de l'utilité, hein, comme a été mentionné tout à l'heure. Mais en termes de stockage, aujourd'hui, on n'est pas limité. Et ben voilà, pour les scientifiques, la question de l'utilité surtout se pose avant toute chose, mais il y a énormément de données archivées et vous les conservez visiblement aussi longtemps que possible. Est-ce que nous avons d'autres... Oui, on a une question. Ah, en plus on a la cellule données là-haut. Alors... Oui, bonjour, merci beaucoup pour toute cette table ronde. C'était très intéressant d'avoir un petit peu un aspect coulisses de ce qui se passe derrière pour les données. Je voulais juste faire une remarque et peut-être répondre à des interrogations qui pouvaient se poser sur l'utilisation que nous, en tant que chercheurs, on fait de vos données. C'était à propos des concepts FAIR. Je voulais juste revenir là-dessus. Ah oui, n'oubliez pas de vous présenter, pardon. Quand vous prenez la parole. Marie Sylvestre. Donc oui, effectivement, j'anime la cellule donnée du Pirensen. Et donc sur le concept FAIR, donc le F de FAIR, c'est facile à trouver. Et du coup, ça va peut-être déjà répondre à une interrogation de Jean-François Depierre de Suez, qui se disait qu'on n'utilisait pas ou peu les données de Suez, mais déjà, l'idée, c'est est-ce que vos données sont faciles à trouver ? Voilà, je continue. Le A de FAIR, c'est accessible. C'est le fait que les données soient effectivement accessibles. Et quand on dit accessible dans le cadre des concepts FAIR, c'est accessible sans barrière, c'est-à-dire sans besoin d'authentification, de convention, etc. Et ensuite, je déroule les 2 dernières lettres. Le I, c'est interopérable, et le R, c'est réutilisable. Et donc là, moi, j'avais une question pour vous. C'était, est-ce que vous, dans la manière dont vous produisez vos données et vos métadonnées, vous vous adossez à des normes de métadonnées? Et si oui, est-ce que vous avez des normes communes entre vous, déjà, et puis entre la sphère publique et la sphère privée? Et voilà, de manière à ce que vos données soient effectivement interopérables d'un point de vue vraiment technique, avec les formats de données, etc., et avec des métadonnées définies de manière commune, avec des vocabulaires communs, etc. Voilà. Alors là, prenez l'ordre que vous voulez, mais je pense qu'il y en a pour tout le monde. Donc, oui. Luc, tu as l'air de te pencher en avant. Bon, vas-y. Mais nous sommes ce que nous appelons complètement cendrisés, c'est-à-dire que toutes nos données répondent
au référentiel du secrétariat d'administration nationale des données relatives à l'eau, donc qui existe depuis plusieurs décennies, et même dès les inventaires nationaux des pollutions de 71, hein, on avait déjà une codification commune entre tous les opérateurs de la sphère État sur les données, le paramètre, avec un code fraction, un code support, etc., de façon à ce que quand on parle d'un paramètre, on parle tous du même paramètre. Et ça, nous l'avons intégré, puisque nous l'avons construit aussi, après plus concrètement dans les années 90, et c'est encore en train de s'ouvrir. À titre d'exemple, nous mettons en œuvre à partir de maintenant, hein, de octobre-novembre, un nouveau suivi de la biosurveillance, hein, des tests de toxicité sur l'eau, et nous avons eu besoin de faire codifier ces nouveaux paramètres auprès de ce centre, hein, secrétariat d'administration nationale des données relatives à l'eau. Et donc nous construisons le référentiel et nous l'utilisons tous. Et nous demandons à ce que tous les producteurs de données que nous finançons, par le biais de conventions d'aide, respectent aussi ces formats d'échange et de standards en fait, nationaux. Ah oui, et paradoxalement, il faut des conventions pour pouvoir faire de la donnée où il n'y aura pas besoin de convention. La question pour Suez, elle a été posée assez directement. Est-ce qu'il y a le F de faire dans les données de Suez? Est-ce qu'elles sont faciles d'accès? Depuis l'externe, non. Depuis l'externe, non. Depuis voilà, l'externe, non. Je mentirais en disant l'inverse. Ensuite, sur la question de leur normalisation, je pense que chaque fois qu'un format public existe, ça sert à rien d'en réinventer un autre, parce qu'on va être obligé de communiquer vis-à-vis de nos collectivités ou d'autres organismes avec. Donc le centre a été mentionné. Moi, j'ai en tête tous les indicateurs, alors qui vous concerneront peut-être un peu moins, parce qu'ils sont beaucoup plus tournés autour de la performance des services d'eau et d'assainissement, mais les données qui sont publiées par les délégataires vis-à-vis des collectivités, qui sont ensuite bancarisées dans le CISPEA, du coup, ils ont une définition précise et qui est la même. Et évidemment que celle-là, on l'utilise, et que finalement, c'est celle aussi qu'on utilise le plus souvent dans nos échanges avec les collectivités. Donc un peu d'interopérabilité, justement, mais pas trop, enfin pas tout, quoi. En fait, le sujet, même si vous pourrez penser qu'on botte un peu en touche, c'est quand même le fait qu'on n'opère pas le plus souvent pour notre propre compte, quoi. Oui, pareil, ok. Pour VNF, il me semble que vous cherchez à mettre à jour Agir, c'est ça, il va y avoir une deuxième version, où le but c'est que justement ce soit un peu plus accessible. Enfin, en tout cas, vous avez mené une réflexion là-dessus, sur cette facilité d'accès. Oui, alors effectivement, ça restera un outil accessible au grand public, hein, mais avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment ce qu'on a évoqué, la fiabilisation des données. Du coup, pour répondre à votre question, effectivement, nous aussi, on s'appuie fortement sur le Cendre. Alors, pour tout ou partie, parce que, par exemple, la fiabilisation, on ne l'a pas incluse aujourd'hui, donc on profitera des critères Cendre pour mettre en place la fiabilisation. Et de fait, effectivement, on va revoir aussi l'interface Agir, parce que l'interface Agir V1 était quand même un petit peu dense à l'usage, en particulier pour nos agents. Et on veut une interface un peu plus accessible, plus ergonomique. Voilà. Possible, FA de faire. Pour tout ce qui est bulletin hebdomadaire et mensuel des bulletins réglementaires, tout ça c'est en libre accès sur le site du SIAP. Oui, mais on vous dira c'est réglementaire en même temps. Oui, il me semble. Mais les bulletins hebdomadaires, je ne crois pas qu'ils soient réglementaires, mais on les transmet quand même. Ensuite, pour tout ce qui est données qui a été utilisé dans une action de recherche et qui a fait l'objet de publication, c'est disponible sur Zenodo. Il y a pas mal de données issues de l'Observatoire de la ville qui sont disponibles sur le site innovation.fr.
Donc il y a énormément de données déjà qui sont disponibles et accessibles sans convention, sans demande d'accès. Maintenant, pour les données qu'on a en interne sur la rivière en haute fréquence, ça c'est plutôt sous collaboration de recherche, effectivement. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qui est mis en place pour pouvoir avoir accès à cette donnée. Ok. Oui. C'est vous? Oui, bonjour, Madame Thibault. Je suis membre du comité de bassin Seine-Normandie. Je vous remercie tous pour ces présentations qui sont très instructives et très nourrissantes pour nous. Et moi, j'ai 2 questions. Une qui s'adresse plus particulièrement à Veolia, Suez et VNF. Et en ce qui concerne les données concernant les prélèvements, est-ce que vos données sont toutes fiables et suffisamment précises? On est à l'heure de la sobriété et je pense que d'avoir ces données, ça me paraît important. Sur la quantité prélevée. C'est ça, la quantité prélevée. Allez-y, chacun. Oui, il va falloir que quelqu'un se lance. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont... Oui, elles sont fiables. Elles sont fiables d'autant plus que justement, on a des indicateurs avec notre contrat qui portent sur ces données de prélèvement, des volumes. Et donc oui, elles sont fiables. Elles sont archivées. Elles ont des métadonnées et elles sont vérifiées et validées au fur et à mesure de la transmission des données vers le CEDIF. Donc oui, nos données sont fiables. Et alors, je pose la même question à Suez et puis à VNF. Alors, moi, je suis gêné pour répondre à cette question parce que je ne suis pas un utilisateur moi-même de ces données-là, quoi. Donc, j'allais dire que rien jusqu'à présent me fait dire qu'elle ne le serait pas, mais en même temps, je n'ai pas les fonctions qui me permettent aujourd'hui de répondre globalement pour Suez, quoi. Merci. Oui, donc du coup pour VNF, je dirais elles sont aussi fiables que possible. Elles dépendent évidemment de la qualité de notre instrumentation, aussi de la fréquence des mesures. Si vous n'êtes pas complètement certain de ça, est-ce que vous pourriez quand même pencher sur cette question? Parce que c'est, me semble-t-il, une question primordiale, importante, à mon sens. Aujourd'hui, on est dans une phase de modernisation de l'établissement où on développe l'instrumentation. Donc, plus on va instrumenter et plus on va fiabiliser la donnée, et meilleure sera la qualité de la donnée, effectivement. D'accord, merci. Et on y travaille. Alors la deuxième question, peut-être que ça va vous aider à aller plus loin dans cette démarche. Est-ce que l'IA a une place, alors je m'adresse à tous là, mais a une place dans la collecte de vos données, dans l'analyse de vos données, dans tout ce que vous faites avec? Si elle n'a pas une place encore, est-ce que vous envisagez qu'elle en ait une, et quelle place comptez-vous lui donner si vous lui en donnez une? Aujourd'hui, on n'a pas d'usage particulier de l'IA sur nos données, mais effectivement, on n'exclut pas de l'utiliser à bon escient en fonction des besoins. Oui, moi aussi, je réponds. Donc, c'est un sujet, en tout cas, c'est un sujet sur lequel Suez travaille. Je dirais pas tant sur la collecte elle-même que sur les algorithmes de détection de données. Alors, on a beaucoup parlé de dérives de capteurs. Hein, c'est des sujets sur lesquels c'est un sujet de travail, en tout cas pour Suez, d'essayer de détecter des dérives de capteurs avec des algorithmes de type intelligence artificielle. Dans le cas du SIAP, aujourd'hui, on emploie et on s'entraîne massivement à utiliser ces techniques de détection et d'IA de manière générale, non seulement pour faire ces détections d'anomalies, ces dérives, mais aussi pour faire de l'exploitation et de la modélisation, là où nos connaissances physiques, chimiques et biologiques ont quelques lacunes, on les comble par des observations statistiques et par des algorithmes qui apprennent le comportement des systèmes qu'on étudie. Donc nous, c'est quelque chose qu'on utilise assez intensément aujourd'hui.
Pour l'Agence de l'eau, nous n'imaginons pas l'utilisation de l'IA pour l'acquisition des données, mais par contre, pour le contrôle et la qualification des données, nous commençons à réfléchir la façon d'approcher ce sujet-là. Alors, c'est nouveau et pas nouveau. Dans les années 90, on avait déjà utilisé ce qu'on appelait à l'époque des systèmes experts, qui devaient évoluer aussi, apprendre en fait de ses essais. Voilà. Donc on y reviendra. Merci. Non, oui, ok. Pardon, oui, en fait, moi, je vais revenir un peu au sujet d'avant. Je suis désolée. Sonia Decker, à l'Agence de l'eau, et donc je travaille chez Luc Pereira-Amos. Mais plutôt côté valorisation, pas qualification. Et justement, en fait, par rapport à ce que Luc a dit sur le cendre, en fait, ce référentiel que l'on partage tous, si on se projette un peu dans le futur, là, actuellement, on est en train d'élaborer un protocole cendre pour bancariser les données en continu de la thermie des rivières. Et ce futur sur les données en continu ou haute fréquence, je pense que c'est quelque chose il faut vraiment être vigilant et s'asseoir sur ces protocoles qu'il faut reconstruire, parce que là je vois en fait la thermie en continu, on est en train de le reconstruire et je suis d'accord avec vous monsieur Agedig, c'est pas du tout facile de construire un protocole d'échange, mais ça vaut la peine parce que après, voilà, en tant que valorisatrice, moi, je vais même plus dans l'outil de l'agence. Je vais moissonner Naiad, Hades, on a des API. Et donc, voilà, c'est cette facilité après d'usage. Et donc, voilà, tous les organismes qui produisent de la donnée. Et donc là, je me retourne voilà, vers le SIAP qui dit oui, on a de la donnée en continu, mais il y a aussi le GIP qui est présent, et puis tous les chercheurs qui peuvent produire ce genre de données. Moi, j'insiste beaucoup sur ce référentiel cendre qui doit être renouvelé sur les données en continu. J'avais un élément justement supplémentaire sur le référentiel cendre. D'un point de vue du monde de la data, le référentiel cendre, c'est ce qu'on appelle un modèle sémantique qui permet de donner un référentiel métier en fait à cette donnée, qui soit utilisable pour tous les experts de l'eau. Je suis totalement d'accord sur la nécessité de son évolution, parce que nos besoins évoluent aussi, notamment dans la contextualisation de la donnée, dans l'archivage des métadonnées qui vont avec. Quand j'entends métadonnées, c'est effectivement que ce soit le type d'instrumentation, le journal de maintenance des différents capteurs, les méthodes d'analyse, toutes ces informations-là sont capitales pour pouvoir l'interpréter correctement. Et aujourd'hui, avoir un référentiel qui commence à prendre en compte toutes ces informations, toutes ces métadonnées, je pense que ce serait un gain formidable pour le monde de l'eau. C'est bon, il est allumé? Oui, juste pour revenir sur un point qui a été évoqué, que parfois les chercheurs se lancent dans un mois d'acquisition de données, alors qu'en fait, elles sont peut-être bancarisées. Et donc, je réagis à chaud parce que je pense que dans la contextualisation de la donnée, et notamment côté scientifique, on a parfois besoin de maîtriser les facteurs externes à cette donnée. Par exemple, aujourd'hui, dans la surveillance des eaux que fait l'agence, et donc une surveillance réglementaire, le fait que la mesure arrive avant épandage de pesticides à certains endroits ou après, ça ne fait pas partie du protocole de récolte de cette donnée. Ça voudrait dire qu'il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin versant et parfois au niveau de chaque exploitation agricole, voire d'autres usages. Or, pour certaines questions scientifiques, on a besoin de contrôler un certain nombre de contextes de cette donnée et du coup d'avoir un protocole de mesure qui certes va in fine avoir des paramètres qui sont aussi ceux qui sont contrôlés, mais qui ont été pris dans des conditions qu'on a contrôlées par ailleurs. Et donc il n'y a pas forcément redondance dans certains domaines. Mais de voir qu'effectivement, parce que pour contrôler les facteurs qui peuvent jouer et qui peuvent du coup
influer sur les modèles qu'on va développer derrière. C'est néanmoins intéressant qu'on soit amené ensuite à vous dire que sur ces données qu'on a mieux contrôlées, on perçoit qu'éventuellement certains facteurs qui en routine ne sont pas contrôlés mériteraient de l'être peut-être. En tout cas, ça nous permet de mieux qualifier à quel point ça peut être influençant ou pas sur certaines données. Et puis, je voudrais rappeler aussi, par rapport à tout ce qui a été dit, qu'on est dans des situations un peu différentes, au-delà du format qui est utile pour voilà, ce format, enfin, ce protocole FAIR qu'on valorise beaucoup dans la science. On prend conscience avec cette table ronde qu'il y a pour chacun de nos organismes une obligation à produire un certain nombre de données qui vont être donc les données réglementaires. Et puis, il y a des données qu'on mesure pour apprendre, pour explorer, et que ces données-là, elles ont un statut particulier qui n'est pas couvert par l'obligation de mise à disposition du public. Néanmoins, dans le cadre de nos collaborations, effectivement, sur ces données en plus, je pense qu'il y a des possibilités, des opportunités de construire en commun. Et du coup, je pense que c'est important pour les chercheurs de prendre bien conscience de cette différence entre les données réglementaires qui sont parfois effectivement à des pas de temps qui sont très lents et les données qui sont disponibles en interne mais qui ne sont pas une obligation de diffusion sur lesquelles il y a besoin du coup d'une convention. Et je pense qu'il peut y avoir des conventions intéressantes pour explorer ça. Mais du coup aussi pour les gestionnaires, que vous soyez conscients que pour pouvoir interpréter ces données, on a parfois besoin d'avoir des données de contextualisation qui vont bien au-delà de vos métadonnées, qui sont justement sur le contrôle de facteurs qu'on pu jouer et qui vont rentrer dans nos modèles d'interprétation. Je ne sais pas s'il y a une réaction, mais c'était vraiment très bien résumé. Et moi, j'ai tout compris. Donc, super. Je crois que Catherine Carré a aussi levé la main. Bonjour, Catherine Carré, donc Pyrensen et puis comité de bassin. Je voulais vous demander, parce qu'on a la chance d'avoir une personne du SIAP et puis de Veolia et Suez, vous transmettez donc vos données à des collectivités en restant vraiment au niveau de la donnée et sans aller vers la prise de décision. Est-ce qu'il y a des curiosités des collectivités, des services vis-à-vis des données? Est-ce qu'on vous demande d'en inventer ou pas? Est-ce qu'il y a donc vraiment des attentes et des exigences particulières? Ou pas? Vous pouvez dire pas du tout. Elles sont très sérieuses. Elles nous demandent que le strict nécessaire. Pour le coup, je veux bien. En fait, le plus souvent, les questions des collectivités vis-à-vis des données ou des indicateurs qu'on produit, elles sont en lien avec nos engagements contractuels. Donc, alors ça va tourner beaucoup sur des engagements de réactivité, d'intervention, sur la ressource, puisque c'est un peu le sujet. Alors, je suis moi-même pas quotidiennement en lien avec les collectivités, mais en fait, on a finalement assez peu d'engagement sur la qualité de la ressource qui est de notre contrôle. Là où on a des engagements et où les choses sont de notre ressort, c'est sur la performance du service qu'on délivre. Donc, et c'est là-dessus qu'on est le plus questionné, challengé, quoi. Pour compléter, nous, on est challengé vis-à-vis plutôt en termes d'innovation parce qu'on a un service innovation qui vise à apporter des solutions et anticiper des problèmes futurs. Et effectivement, dans nos données, on a tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est en lien avec notre surveillance, mais également des éléments qui sont plus dans l'anticipation.
on entend parler d'un paramètre à un moment donné, d'un micropolluant, eh bien, on l'intègre dans notre surveillance. Et ensuite, on voit ce qu'il en est par rapport à l'eau brute, par rapport à l'eau produite et par rapport à l'efficacité de nos traitements. Donc ça vient compléter l'analyse réglementaire demandée par les autorités. On est vraiment dans l'anticipation. Et effectivement, et c'est grâce au contrat qu'on a du coup, avec notre client de pouvoir être challengé sur ces aspects et de toujours être réactif. Cette liste de données, on la met à jour tous les ans en fonction du contexte, en fonction des éléments bibliographiques, des travaux des scientifiques, justement. Et on se tient vraiment au courant au fur et à mesure du temps. Donc voilà, pour être réactif au maximum et anticiper des solutions de traitement ensuite. Pour terminer, savoir que le SIAP est le seul opérateur de traitement des eaux usées qui est surveillé sur des paramètres que les autres ne contrôlent pas forcément. Donc forcément, on a des manières de mesurer un peu différentes. Mais avec à l'aide des programmes de recherche auxquels on participe, comme le Pyrène et les nôtres, Mécène Innovation et Mocopé côté usine, on a suffisamment la capacité d'anticiper en fait l'évolution des réglementations et les demandes particulières de la réglementation vis-à-vis du SIAP pour ne pas être totalement surpris voilà, quand il faut mettre des choses en place. On anticipe énormément de choses pour justement être prêt le moment où il faut l'être. Donc pas de surprise. Pas de surprise. Parce qu'on pourrait se dire justement à des moments où médiatiquement tout à coup, paf, il y a la question des PFAS qui sort, qui devient un moment pendant 2 semaines, presque on ne parle que de ça, il y a la loi qui arrive derrière. On peut se douter qu'il y ait des collectivités qui vous passent un petit coup de fil pour dire au fait, les PFAS, ça c'est typiquement des choses qu'on avait anticipées dans les programmes de recherche depuis un petit moment. Et donc vous les avez, ces données-là, et donc vous pouvez dire oui, on les a. Et bien comme quoi, là, c'est aussi un des résultats des connexions, parfois de long terme qu'il peut y avoir entre des gestionnaires et les scientifiques sur certaines questions, c'est que comme vous savez que ce sont des questions scientifiques qui sont développées, qui sont suivies, qui sont particulièrement constituées, et ben voilà, vous avez l'information en avance, vous avez des indicateurs en avance. Je pense que ça va être... J'ai eu un signe de François qui m'a dit c'est bon, c'est OK. Donc, c'est le moment déjà d'applaudir et de remercier nos 5 intervenants qui, pendant plus d'1h30, se prêtent à l'exercice difficile de ces questions-réponses. Merci à eux, merci pour l'organisation de cette table ronde et de ce colloque. Je laisse la parole à François pour vous faire peut-être les annonces des suites de cet événement. Exactement. Alors, encore merci.